Bienvenue sur Mixosity, votre émission préférée et hebdomadaire qui revient sur influence, télé-réalité, société. Cette semaine, un programme que vous allez adorer. On revient évidemment sur toute l'affaire Poupette Kenza, sur la mise au point par rapport à Amandine Pélissard et la police qui a débarqué chez elle. Mais ce n'est pas tout parce qu'on va aussi parler de Pierre Palmade, de Bastos, de Victoria Meo, de Nicolo, des apprentis et plein d'autres sujets. J'espère sincèrement que cette émission va pouvoir vous intéresser et vous plaire. Elle est chargée 20 actualités au total et vous allez voir que encore une fois j'ai innové un peu avec notamment une nouvelle rubrique et deux nouveaux jingles. Comme chaque semaine, Blue est également là avec moi. Aujourd'hui il est en train de digérer, il vient de manger. Comme je vous ai prévenu sur mon compte Instagram, cette émission est tournée un jour avant mes tournages habituels parce qu'en ce moment je me lève très mal et je me lève très tard et j'avais pas vraiment envie de faire sauter Mixosity par un manque de réveil, donc je préfère filmer le mercredi. C'est la raison pour laquelle si beaucoup de choses sortent en attendant dimanche et mon montage complet, je n'hésiterai pas à rajouter des voix off pour venir compléter les actualités dont on va parler. Comme vous le voyez, on est sur un thème vert, green, kaki. J'espère que vous appréciez ce thème et ce qui me permet aussi de vous annoncer qu'une nouvelle photo de profil est d'ailleurs disponible sur ma chaîne YouTube. Cette introduction est en train d'être vraiment longue, donc je vais tout simplement vous laisser vous asseoir confortablement, liker l'émission, la commenter avec le hashtag MTT tout au long pour réagir. N'oubliez pas de le faire, c'est super important. Abonnez-vous juste en dessous pour m'aider à atteindre les 50 000 abonnés. Et sans plus tarder, je vous laisse avec le générique et les mises au point de la semaine. Cette semaine, au niveau des mises au point, j'en avais surtout une à faire et celle-ci revient sur une actualité que je vous ai partagée la semaine dernière qui concernait Lena Situation. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, elle a été victime de misogynie, principalement étant donné que beaucoup d'hommes ont critiqué sa tenue au Super Bowl parce qu'elle avait un décolleté et une jupe, etc. Et beaucoup de personnes m'ont fait une remarque qui est à mon sens vraie, et qui est que sa tenue était, j'ai pas envie de comparer, mais qu'on pouvait en fait comparer l'actualité Lena Situation avec l'actualité Toutatis et Polska qui étaient venus sur TPMP parce qu'elles avaient été virées d'un établissement suite à leur tenue qu'elles portaient pour un déguisement d'Halloween. Enfin bref, je pense que vous vous rappelez un peu de tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre les deux actualités face à face et se dire pourquoi est-ce que pour Lena Situation, tout le monde s'indigne quand on critique sa tenue, mais pour Toutatis et Polska, tout le monde s'indigne de la tenue qu'elle porte. Honnêtement, je pense que oui, il y a matière à se poser une question. Est-ce que vu que Lena n'est pas une influenceuse à problème, j'ai envie de dire, et que Toutatis et Polska ont été déjà dans pas mal de polémiques, est-ce que ça peut faire valoir le fait que Lena Situation est défendue quoi qu'il arrive, alors que Toutatis et Polska, elles, ont vraiment été lynchées sur les réseaux sociaux? Attention, je ne prends absolument pas parti. Je vous pose cette question qui m'a été posée une ou deux fois et qui, je pense, mérite d'être mise en lumière. C'est la raison pour laquelle j'avais très envie de vous en parler dans cette mise au point et j'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires. Avec tout le respect du monde, évidemment, je supprimerai et bannirai les personnes qui n'auront pas de respect par rapport à Toutatis, par rapport à Polska ou même par rapport à Lena. Mais je pense que c'était une question qui méritait d'être posée. Après, évidemment, on n'est pas du tout, j'ai l'impression, sur le même genre de tenue, du moins concernant Toutatis et Lena Situation. Mais c'est vrai que Polska aussi a été mise dans cette polémique et pour moi, la tenue de Polska n'était pas choquante, au même point que celle de Lena qui ne l'était pas non plus. Donc n'hésitez pas à réagir avec moi dans les commentaires. Mise au point terminée, nous passons au top actu. Ah non, avant ça, nouvelle rubrique. En effet, comme vous venez de le voir à l'écran, cette semaine, j'ai décidé d'annoncer une nouvelle rubrique, celle-ci étant la story de la semaine. Pour vous expliquer, j'ai décidé en fait que ma communauté va pouvoir réagir de plus en plus via mes émissions et pour ce faire, déjà il me faut me suivre sur Instagram parce que en me suivant sur Instagram, vous pouvez m'envoyer tout au long de la semaine des stories qui vous ont marqué, des actualités via des stories dont vous voulez qu'on parle dans Mixosity et moi, je ferai une sélection par rapport à ces stories et je vous mettrai en avant la story de la semaine selon moi, je précise, qui mérite d'être mise en avant et sur laquelle on mérite de revenir. Pour cette semaine, je voulais vous parler de Cosmic Love parce que, regardez.
Comme vous venez de le voir, les deux candidats, anciens candidats de Cosmic Love, Vincent et Moana, ont l'air d'avoir remis le couvert, étant donné qu'en story Instagram, dans celle de Moon, il s'affiche. Je remercie l'abonné qui m'a donné cette story et qui me permet de rebondir dessus. Donc j'espère que cette petite rubrique qui dure vraiment 2 minutes vous intéresse. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Mais maintenant, nous passons au Top Actu. Pour cette première actualité du Top Actu, je voulais revenir sur la sécheresse qu'il y a en France, une sécheresse vraiment record et hivernale. Mais pour ce faire, je dois placer un trigger warning concernant l'éco-anxiété parce que c'est quelque chose qui peut faire et donner de l'anxiété à beaucoup de personnes. Donc je le mets ici, si jamais vous êtes sensible à ce sujet, n'hésitez pas à passer à la deuxième actualité. Blue veut descendre, je le fais descendre et je vous reprends. En effet, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais on vient de passer vraiment un énorme record de sécheresse hivernale en France. Ça peut sembler pas forcément inquiétant, mais selon moi, je pense que ça l'est parce qu'on a eu plus de 30 jours sans pluie, ce qui n'a pas permis de remplir les nappes phréatiques qui en fait font des réserves pour cet été. Je suis pas un professionnel là-dedans, mais je pense sincèrement qu'il peut et qu'il va certainement y avoir des conséquences cet été. Seulement, selon les médias que j'ai pu trouver, notamment sur BFM mais aussi sur Twitter, je sais plus quel média l'avait dit, je crois que c'était Météo France, le 22 février, donc au moment où je filme, il y a quelques pluies en fait, après quasiment un mois sans aucune pluie. Sauf que les températures, je pense que vous l'avez senti, sont très élevées et celles-ci n'arrêtent pas d'être élevées et de se maintenir. Selon les médias, il y aurait d'autres épisodes pluvieux qui pourraient survenir fin de semaine, mais la moitié nord du pays reste nettement moins arrosée. Pour vous citer, Météo France prévoyait ce mercredi, donc le moment où je filme, le 22 février, 5 à 10 mm d'eau dans le sud-ouest. Personnellement, au moment où je vous parle, moi je suis dans le nord, enfin au milieu mais plus dans le nord, et il n'y a rien, il n'y a pas de pluie, il y a simplement de l'humidité. Pour vous citer les médias, la France métropolitaine n'a pas connu de véritable pluie pendant 32 jours, la plus longue sécheresse météorologique jamais enregistrée. Du 21 janvier au 21 février, le cumul des précipitations agrégées sur la métropole a été tous les jours inférieur à 1 mm, soit la plus longue série depuis le début des mesures en 1959. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point ça peut et c'est assez grave. Je rappelle que les pluies qui sont censées être là de décembre, voire même de novembre à mars, sont censées être là pour remplir les nappes phréatiques afin d'avoir des réserves pour l'été. Malheureusement, ces nappes phréatiques n'ont pas été assez remplies pour cet été et j'ai bien peur qu'il y aura des conséquences. On pouvait d'ailleurs lire que ces courtes pluies ne suffiront pas à remplir les nappes phréatiques. On pouvait lire « Au nord de la Loire, les pluies ne vont avoir quasiment aucun effet sur les sols. Ailleurs, l'amélioration sera superficielle et elle n'aura aucun impact sur les nappes phréatiques. Si par chance, le mois de mars est très pluvieux, l'eau pourra pénétrer la terre. Mais le début du mois n'est pas parti pour ça. » C'est la raison pour laquelle je me permets de vous dire d'essayer d'économiser l'eau que vous avez, essayez de ne pas trop puiser dans vos ressources. Je veux vraiment pas affoler les gens, je veux vraiment pas créer un élan de panique, mais c'est juste pour essayer de prévoir un peu parce que je pense sincèrement qu'on aura des conséquences cet été vu l'été dernier déjà qu'on a passé et je m'en veux un peu de ne pas vous en avoir parlé l'été dernier déjà, mais je n'avais pas Mixosoty, donc c'était beaucoup plus compliqué pour moi d'en parler. Et d'ailleurs, je voulais vous dire aussi que selon un expert, le changement climatique est un moteur secret de l'inflation et je voulais rebondir par exemple sur une actualité que j'ai vu passer qui parlait des tampons qui augmentent, le prix des tampons parce que le coton est de plus en plus difficile à travailler et vu qu'il vient du Texas, et ben en fait les prix augmentent et il y a plein de choses comme ça sur lesquelles augmentent et on n'en parle pas, mais tout ceci est aussi dû au réchauffement climatique. C'est pour ça, encore une fois, chacun à sa manière peut faire son petit pas, donc n'hésitez pas, mais ne vous affolez pas non plus, essayez juste d'être prévoyant. Deuxième actualité du Top Actu, vous avez été nombreux et nombreuses à me partager cette vidéo, je voulais vous en parler, mais je place d'abord un trigger warning pour les plus jeunes qui me regardent. Encore une fois, n'hésitez pas à passer à l'actualité suivante. Il y a une vidéo d'une jeune femme qui est très poignante, une jeune femme étudiante en journalisme qui a tourné sur Instagram lors de la semaine dernière, la semaine qui vient de passer, et qui a, au moment où je filme, cumulé plus de 5 millions de vues. Dans cet extrait, cette jeune femme lance un cri d'alerte quant aux failles de la justice française. Elle est, selon elle, l'ex-belle-fille d'un présumé et celui-ci aurait obtenu gain de cause. Pour vous citer, tout a débuté le 23 avril 2019 lorsque nous avons découvert un ancien téléphone de mon ex-beau-père, ma mère et moi. Nous avons pu découvrir des conversations qu'il avait eues avec de nombreux hommes sur Skype. Il envoyait des photos et des vidéos de lui en train de se
dans toutes les pièces de la maison, mais également dans la chambre des enfants. Celui-ci aurait d'ailleurs pris en photo des culottes portées par la jeune femme, Charlotte, qu'il allait d'ailleurs chercher dans le linge sale. Donc oui, c'est vraiment assez sale, c'est pour ça que j'ai placé un trigger warning au début. Celui-ci aurait aussi tenu des propos sur son ancienne belle-fille alors qu'elle était toujours mineure et Charlotte avait déposé plainte pour captation et diffusion d'images pédopornographiques. Aujourd'hui, nous sommes en 2023 et malheureusement, il n'y a toujours pas de nouvelles de cette plainte. Malgré tous les aveux qu'elle a fait, rien n'a bougé. Sauf que le cauchemar ne s'arrête pas là. Charlotte a aussi une demi-sœur et elle aussi aurait subi, selon Charlotte, des attouchements de la part de son géniteur, mais aussi de l'exhibitionnisme pour reprendre les termes exacts. Elle dira, et je cite, « Ma mère a entamé une procédure judiciaire, elle a demandé également le divorce bien entendu. Le pédiatre de ma petite sœur a décidé de faire un signalement. » Malgré l'enquête qui a été ouverte, et je cite encore une fois, il a été placé sous le statut de témoin assisté pour corruption de mineurs et pour agression de mineurs de moins de 15 ans. On apprendra d'ailleurs que cette petite sœur, la petite sœur de Charlotte, a dû aller plusieurs fois chez son père et que c'est très désolant le fait qu'on n'écoute pas sa parole. Elle dit, et je cite, « On ne fait rien, on protège les agresseurs, le juge a décidé que ce n'était pas un danger pour ma petite sœur. » Et en fait, malgré toutes les preuves qu'elle a pu donner, tous les appels à l'aide qu'elle fait, c'est vrai que ça n'avance absolument pas. Et ce qu'elle veut mettre en avant, c'est les failles de la justice française. Et je vous le dis, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je tiens une chaîne True Crime Murders Explained. Et à l'intérieur, on revient sur énormément d'affaires. Et c'est vrai que, pas qu'en France, je trouve qu'il y a énormément de failles dans les systèmes judiciaires et que malheureusement, parfois, les victimes ne sont pas assez entendues et les mesures ne sont pas prises de manière drastique où il faudrait les prendre. Par exemple, là, on a le cas d'une petite fille de 6 ans, donc la petite sœur de Charlotte, qui doit retourner voir son géniteur et malheureusement, il y a des témoignages et des choses qui font qu'elle ne devrait pas y aller, que du moins, il devrait y avoir des contrôles. Et la chose qui m'a fait un peu chaud au cœur lorsque je suis tombé là-dessus, parce que vous me l'avez envoyé en tant que personne de ma communauté, il y en a énormément qui me l'avaient envoyé, je crois, sans vous mentir, 5 ou 6, mais au fil de la journée, j'ai aussi vu des candidates le partager, comme Sarah Frézou, Jessica Divelin, et ces candidates étaient totalement indignées et voulaient donner de la lumière à cette histoire, malgré le fait qu'elle ne soit pas en France, d'ailleurs, je tiens aussi à le souligner, donc je trouve ça vraiment gentil de leur part, et faut partager ce genre d'histoire, faut mettre de la lumière dessus, peut-être que ça peut faire bouger les choses, et c'est ce que j'espère, je pourrais faire via mon émission également. Ces termes, papa me montre son zizi, papa me fait des guillis aux fesses, ça fait mal. Doudou a peur, Doudou voit des gens tout nus à la maison, maman, quand tu n'es pas là. Papa fait pipi sur mon tapis blanc de chambre. Il a fait pipi dans la chambre. Elle m'a pas pipi. M'a montré son. Ma mère a entamé une procédure judiciaire, elle a demandé également le divorce, bien entendu. Le pédiatre de ma petite sœur a décidé de faire un signalement. Il y a une enquête pénale qui a été ouverte contre mon ex-beau-père. Il a été placé sous statut de témoin assisté pour corruption de mineurs et pour agression sur mineurs de moins de 15 ans. Malgré tous ces éléments, ma petite sœur a quand même dû aller chez son père un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Quelqu'un d'autre qui a fait parler de lui cette semaine, c'est Jérém Star. D'ailleurs, on en a énormément parlé sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. On débat énormément lorsque je travaille sur mes scripts, lorsque j'écris mes vidéos. Et ça me fait toujours super plaisir de pouvoir discuter avec vous de sujets ou d'autres. Et cette fois-ci, on parlait de Jérém Star. On n'a pas du tout parlé de l'actualité dont je vais vous parler, mais je voulais juste le placer là. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur Twitch, n'hésitez absolument pas. Jérém Star a fait parler cette semaine parce qu'il faut rappeler qu'il lutte énormément contre le harcèlement en ligne depuis un sacré moment maintenant. Il mène ce combat car il en a été victime et en est toujours victime aujourd'hui. On rappelle aussi, parce que c'est important de le rappeler, qu'il a par ailleurs et avant, par le passé, été bourreau du harcèlement en ligne parce que avec ses baignoires, etc., les paroles qu'il avait, il a vraiment engendré du harcèlement sur les candidates de télé-réalité, mais également autour d'elle et dans d'autres cercles, il faut le préciser. Mais on rappelle aussi que depuis le Jérém Stargate en 2018, il s'est assagi et il tente de mettre en lumière l'impact du harcèlement numérique, mais pas que, dont sont victimes certaines personnes. Je rappelle également que juridiquement, il n'a jamais été accusé de quoi que ce soit par rapport au Jérém Stargate, parce que il faut quand même le rappeler, quand on tape Jérém Star sur internet, c'est pas la première chose qui sort, et dans son ouvrage Survivant des réseaux sociaux, il se livre sans tabou. J'ai d'ailleurs le livre, n'hésitez pas à aller feuilleter un peu si vous pouvez en bibliothèque ou aller l'acheter, etc. Mais tout ça pour vous dire que aussi en décembre 2022, il est allé sur le plateau de TPMP et il disait « Je ne vais pas très bien. Honnêtement, je me demande même comment je suis encore en vie. Vous avez suivi toute cette histoire en 2018, ça ne s'est jamais arrêté. Je suis condamné à perpétuité sur les réseaux sociaux pour toutes ces calomnies.
Les calomnies dont il parle, Jérém Star en fait encore les frais en 2023 et il en a fait les frais quasiment en physique et en réel. Je vais vous expliquer parce qu'en fait il s'est rendu à l'INESC, donc une école de commerce, pour tenir une conférence devant des étudiants et avant de s'y rendre, il avait découvert via les réseaux sociaux qu'une élève avait tenu des propos diffamants en son égard. Elle avait accusé d'être un... Le mot est bipé, mais je pense que vous avez un peu compris. Il a expliqué en vidéo ce qui s'est un peu passé. Je vais vous raconter un petit peu avant de vous le faire écouter. Il a dit qu'il a animé une conférence et qu'une étudiante a eu un comportement inacceptable. Il a dit, et je cite, « J'ai averti la direction et elle va être convoquée. Qu'elle se permette de tenir des propos aussi graves, c'est clairement non. » Et lorsqu'il est passé du coup à l'INSEC, donc j'espère que je prononce bien, hein, pardon si je prononce mal les choses, dans la salle, il a aussi passé un message à cette jeune femme. Il a dit « Je ne sais pas si on peut lui en vouloir parce que je pense qu'elle fait partie de ces gens qui ne sont pas informés et ont cru tout ce qui circulait. Quand on n'est pas au courant d'un sujet, qu'on fait de la diffamation publique et qu'on relaie des choses dont on ne connaît rien, ça peut aller très vite. » Donc Jérém Star a demandé à l'école de ne pas l'exclure et de ne pas la conduire en conseil de discipline. Cependant, il espère sincèrement que cette histoire l'amènera à l'étudiante à réfléchir davantage aux informations qu'elle peut faire passer, ou du moins aux choses et aux accusations qu'elle peut mettre en avant, surtout comme quand il dit qu'on ne connaît pas vraiment toute l'histoire. Et c'est pour ça que je rebondis encore une fois sur ma chaîne Twitch, mais il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec ce qu'il fait aujourd'hui, qui ne comprennent pas que des gens les pardonnent, etc. Et je peux comprendre totalement, mais je pense qu'il faut vraiment discerner chaque chose et que là, franchement, au moment T, il mène un beau combat. Et ça, on peut rien dire dessus. J'espère ne pas m'attirer des foudres encore une fois. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez totalement le droit. Discutez-en avec moi dans les commentaires. Vous savez que je réponds. Je suis le premier à adorer vraiment discuter avec vous et essayer de comprendre votre point de vue, parfois vos histoires et vos ressentis. Parce que c'est aussi des fois de cette manière que j'apprends que oui, on peut ne pas apprécier ce que dégage une personne parce qu'on a pu être touché personnellement ou peu importe. Mais pour ça, il faut qu'on en discute. Je ne peux pas tout savoir et j'adore discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à le faire dans mes commentaires avec le hashtag MTT. Mais en revanche, qu'elle se permette d'écrire des accusations aussi graves, je ne prononce pas le mot, je vous laisse lire, là c'est clairement non. J'ai tenu à me confronter à cette étudiante et à m'adresser directement à elle lors de la conférence. Je vais vous mettre les images dans la suite de la vidéo. J'ai demandé à ce qu'elle ne soit pas exclue et qu'elle ne passe pas par le conseil de discipline. Je voudrais que cette expérience puisse lui servir en termes d'apprentissage et qu'elle réfléchisse à son comportement sur les réseaux sociaux à l'avenir. Alors bien sûr, sur place, elle ne s'est pas manifestée. C'est plus facile d'être derrière un téléphone. Mais en tout cas, j'ai tenu à lui passer un message. Dernière actualité du Top Actu, je voulais vous en parler parce que je pense que ça va un petit peu énerver certaines personnes, mais quelque chose que j'ai vu passer concerne principalement, j'ai envie de dire, les créateurs et les créatrices de contenu des plateformes Meta, donc Instagram, Facebook. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais déjà, on a Twitter qui a fait un peu payer certaines personnes pour avoir le badge bleu, pour avoir leur tweet mis en avant, etc. Et c'est ce que proposait Elon Musk. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, a annoncé le 19 février le lancement de Meta Verified. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, verified, ok? Pour vous la faire simple et pour vous citer, il s'agit d'un abonnement à 11,99 $ qui va permettre d'authentifier son compte sur les plateformes Instagram et Facebook. Cette décision intervient au moment où on a une baisse d'argent par rapport à toutes les plateformes Meta. Pour vous expliquer, cette formule se serait d'abord déployée en Australie et en Nouvelle-Zélande cette semaine, donc la semaine au moment où je filme, et en fait ça ressemble à ce que Elon Musk a mis en place sur Twitter, avec des services de vérification d'identité, davantage d'accès comme un service client. On pouvait lire l'idée est d'améliorer l'authenticité et la sécurité de nos services. C'est ce que Mark Zuckerberg a dit sur sa plateforme Instagram et Facebook. Sur Facebook et Instagram, les abonnés auront le fameux badge bleu qui montre qu'il s'agit bel et bien d'eux, un badge bleu que beaucoup de créateurs et des créatrices de contenu veulent et aimeraient avoir. Il y aurait aussi l'accès à un service client et surtout à plus de visibilité. Et en fait, ce qui me pose problème, c'est que avec Meta Verified, je n'arrive pas à le prononcer, Meta Verifié, en gros, c'est qu'on pourra avoir son contenu mis en avant lors des recherches, etc. Mais que pour ça, il faut payer. Alors que de base, on rappelle que Facebook avait dit est gratuit et le restera toujours. Là, on part quand même sur quelque chose qui est un petit peu plus payant. D'ailleurs, j'ai noté la phrase c'est gratuit et ça le restera toujours. C'est ce que le slogan Facebook disait en 2004. Et en fait, le problème, c'est que déjà, beaucoup de personnes vont vouloir acheter ça pour pouvoir mettre leur contenu en avant et on va vraiment rentrer dans une sorte de machine infernale. Par contre, quelque chose sur laquelle moi, je suis d'accord, c'est les badges bleus.
parce que en tant que créateur de contenu, et moi ça va à mon échelle parce que sur Instagram on n'est pas aussi nombreux que ça, on est 3400 je crois, quelque chose du genre. À partir du moment où tu commences à être 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, il peut y avoir des faux comptes qui se créent. Et le fait d'avoir le badge bleu va permettre de signaler que tu es la personne qui tient le compte et que tu es la véritable personne et que tu n'es pas un faux compte. Parce que devoir, je sais pas, peut-être avoir 100 000 abonnés, devoir demander je ne sais pas combien de vérifications pour avoir cette fameuse vérification avec badge bleu, ça peut être épuisant. Les créateurs de contenu n'ont peut-être pas forcément envie, mais je pense que le payer en abonnement, c'est peut-être dommage. Tu vois, juste vérifier que la personne crée du contenu sur les réseaux sociaux devrait être suffisant. Ce n'est que mon avis. Pour le reste, mettre son contenu en avant pour 12 $ par mois, personnellement, je trouve ça un petit peu dommage. Ça revient au même que booster ses publications et ça, on peut déjà le faire. À côté de ça, on apprend que cet abonnement sera réservé aux individus et professionnels de plus de 18 ans et qu'il n'est pas ouvert aux comptes entreprises. Et en fait, on se rend compte qu'on est vraiment en train de suivre le modèle que Twitter est en train de prendre. Et malheureusement, ce serait dû parce qu'en 2022, Meta a un petit peu perdu de l'argent. Ils sont dans une mauvaise passe niveau financier. On rappelle qu'ils sont rentrés en bourse en 2012 et qu'en 2022, c'était vraiment un moment très difficile pour Meta. Même si c'est très bizarre de le dire, je vous assure que c'est le cas. Ma question est simple, est-ce que si vous êtes créateur de contenu, vous seriez prêt à payer ces 12,90 $, ces 11,99 $ pardon, par mois pour soit avoir le badge bleu, soit mettre votre contenu en avant, soit les deux? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires parce que j'ai envie de croire que ça nous concerne tous, parce que même en tant que consommateur, on pourra donc tomber sur plus en plus de contenus qui seront mis en avant par des personnes qui sont Meta vérifiées. Et il y a Blue qui dort à côté de moi, donc pour l'instant vous ne le verrez pas sur le canapé étant donné qu'il est en pleine digestion. Il est vraiment en gros dodo et il est très mignon. C'était donc tout pour le Top Actu. On va maintenant passer au corps de l'émission. Je ne sais pas trop comment appeler cette partie, c'est quelque chose qui m'embête un peu. Donc si vous avez des propositions de noms pour un prochain jingle semaine prochaine, mettez-les dans mes commentaires. J'ai hâte de vous lire par rapport à ça. Peut-être qu'on trouvera tous ensemble un nom de chronique pour le corps de l'émission. Pour cette première actualité vraiment pure et dure de Mixosity, je voulais revenir sur Laurent I Am Billionaire, donc le mari de Jazz. Je vais placer un trigger warning qui concerne la drogue. Donc si vous êtes sensible à tout ça, n'hésitez pas à passer à la prochaine actualité. Mais quelqu'un qui a fait parler cette semaine, c'est Laurent de la JLC Family. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en ce moment, ils sont en vacances en Thaïlande et ils sont toujours en train de profiter des vacances. Et en fait, en gros, Jazz a posté une photo sur laquelle on verrait Laurent consommer des substances illicites. Mais avant ça, il faut aussi revenir sur autre chose. En effet, il y a des images qui ont déjà fait le buzz concernant Laurent sur les réseaux sociaux par rapport à son voyage en Thaïlande. En fait, il a été aperçu en train de se gratter les parties intime tout en parlant à un de ses amis, Sissika, et cette vidéo fait très rire, mais malheureusement en fait il n'y a pas forcément de quoi en rigoler. Déjà de montrer ça sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est vraiment minime en fait, et c'est Jazz qui l'a filmé si mes souvenirs sont bons parce que j'ai pas pu retrouver la vidéo. Mais surtout en fait on parle de problème d'hygiène qui est littéralement affiché sur les réseaux sociaux. Enfin, tu ne fais pas ça devant des millions et des millions de personnes. Tu le fais si tu veux dans ton intimité, tu fais ce que tu veux chez toi, mais le montrer sur Instagram, je trouve que c'est limite. Surtout qu'il me semble qu'il y avait aussi une autre actualité en rapport avec ça, du fait que Kaden, l'enfant, avait dit des gros mots et que évidemment ça avait fait parler. Donc c'était vraiment une vidéo qui a été déjà un petit peu touchée à mon sens, et vous allez voir que ça n'a pas fait, enfin ça a continué parce que suite à ça, il y a donc eu la fameuse story avec les substances illicites. Mais pour en revenir à la story hygiène, on pouvait lire: au KLM, il parle avec son ami, elle se gratte en le regardant, la pudeur est partie de ce monde pour toujours. Très élégant comme à son habitude, MDR, mais il cherche quoi dans son slip? Ou encore la classe à Dallas. Donc c'est vrai que déjà là nous sommes sur des problèmes d'hygiène, mais surtout on ne partage pas ce moment sur Instagram. Mais ça ne s'arrête pas là parce que Jazz continue et partage une nouvelle story. Elle partage une photo de son mari en pleine consommation de substances. Comme beaucoup de gens qui partent en vacances et surtout des créateurs de contenu, elle adore partager son quotidien en Thaïlande. Mais avant de poster cette nouvelle story, Jazz n'a pas remarqué, ou du moins elle s'en fiche un peu, d'avoir posté Laurent avec ce qu'il semble être un joint dans les mains. Jazz est peut-être passé à côté de cette information, mais les internautes l'ont remarqué tout de suite. C'est dans la story du compte Les Deux Pestouilles que j'embrasse et que j'adore qui ont fait un zoom sur l'image, comme vous le voyez à l'écran, et qu'on posté en flag, tranquillou bilou, il s'enroule un petit. On rappelle que ce n'est pas la première fois que le couple est mis en avant par rapport à des histoires de substances, parce qu'on rappelle qu'en juillet 2022, Jazz avait été filmé avec des bouteilles de gaz hilarant. C'est Sarah Lopez qui avait mis cette story, qu'il a supprimée par la suite, et dans d'autres images, on voyait en arrière-plan Emine avec un ballon dans sa bouche.
Et malheureusement, c'était le compte fake influenceur qui avait repartagé tout ça en mettant écœurant ce monde. Et comme je vous l'ai dit, Sarah Lopez avait supprimé cette story en juillet 2022, mais pour celle-ci, la présente, il n'y a rien qui a été supprimé. Jazz l'a laissé, donc à croire qu'elle s'en fiche parce que je pense qu'on lui a dit, mais elle l'a laissé. Donc, je sais pas pourquoi, parce que c'est pas du tout un très bon exemple à montrer. Et surtout que, croyez-moi, ça n'a pas l'air d'être une cigarette, quoi. J'ai envie de vous dire que c'est assez difficile à croire que Jazz n'ait pas vu ce que son mari est en train de faire au moment où elle prenait sa photo. Bon, elle avait certes un plus petit écran, mais ça se voit quand même. Et en tout cas, le couple n'a pas réagi. Par contre, ça me permet de vous faire de la prévention. Si jamais vous êtes dans une mauvaise passe par rapport à là, peu importe, et que vous avez besoin d'en parler, que vous voulez vous en sortir, sachez que par téléphone 7 jours sur 7 de 8h à 2h du matin, il y a le numéro anonyme et gratuit 0800 23 13 13 de Infoservice qui est à votre écoute et qui peut vous aider, donc n'hésitez pas. Une autre chose sur laquelle je voulais revenir est Kelly Vedovelli et Joy Hallyday. Rappelez-vous, on en a parlé il y a 2 semaines dans mon émission. Kelly Vedovelli avait tenu des propos assez déplacés envers Joy Hallyday et de nouvelles choses se sont passées. Je voulais donner suite à tout ça. On rappelle que Touche pas à mon poste est une émission qui est diffusée sur C8, présentée par Cyril Hanouna et qui est en ce moment dans beaucoup de polémiques. Enfin, c'était souvent, mais là, on les fait vraiment ressortir de l'ombre, notamment d'ailleurs avec Booba. Je voulais vous le placer ici. Au moment où je filme, je viens de tomber là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Booba a posté des conversations privées de lui et de Cyril Hanouna où à l'intérieur, Cyril essaierait de faire en sorte de totalement défendre Magali Berda en accusant Wesley pour que Booba ne parle pas de Magali Berda. C'est des choses qui m'ont un peu choqué. Je ne sais pas si vous avez vu. Si vous voulez qu'on en parle, on traitera l'information soit dans Mixosity la semaine prochaine, soit au fil de la semaine si je peux le faire. Je souriais tout simplement parce que mon chien est en train de rêver. On rappelle du coup que Kelly Vedovelli avait utilisé des termes très horribles pour qualifier un TikTok de Joy Hallyday et que aujourd'hui Laetitia Hallyday a attaqué en justice Kelly en raison de ses propos inappropriés et injurieux. En même temps de ça, il y a aussi l'Arcom qui a reçu un signalement en raison de, et je cite, violation de l'obligation du respect des droits de la personne ainsi qu'une violation de l'obligation de maîtrise à l'antenne. Je rappelle aussi que l'Arcom est déjà sur les côtes de Cyril Hanouna et de l'émission sur C8 TPMP étant donné qu'ils ont placé une amende assez haute à Cyril Hanouna en raison de la fameuse séquence avec Louis Boyard. Pour vous faire un peu de contexte, dans l'émission du 30 janvier 2023, une vidéo TikTok où la fille de Laetitia Hallyday, Joy, fait une apparition en maillot de bain a été rediffusée. C'est une vidéo d'ailleurs qui a été très vite supprimée par Joy Hallyday mais qui a été repartagée par des comptes fans. C'est la raison pour laquelle moi je ne vous l'avais pas placée il y a 2 semaines, c'est parce que cette vidéo a été supprimée. Sauf que Kelly Vedovelli avait dit « Ce n'est pas parce que c'est la nouvelle génération qu'il faut se comporter comme une... » Ces propos ont été soulignés par Joy Hallyday lors d'un autre TikTok en disant en gros est-ce que je suis assez classe pour toi, je ne sais plus trop quoi. Mais par contre c'est la mère qui n'a pas du tout rigolé de ça parce que il y a eu de lourdes conséquences. L'avocat de la famille explique que les propos de Kelly ne respectent pas la liberté d'expression parce qu'ils sont destinés à une jeune fille qui n'a que seulement 14 ans. Et c'est vrai qu'il faut le préciser. Donc le lundi 20 février, Laetitia Hallyday a annoncé avoir porté plainte au nom de sa fille contre la chroniqueuse. Les propos que Kelly a tenus avaient vraiment choqué tout le monde. Vous me l'avez dit dans mes commentaires, je l'ai vu passer sur Twitter, je l'ai vu passer sur TikTok. C'est vraiment quelque chose qui a choqué le plus grand nombre, surtout en vue du jeune âge de Joy Hallyday. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que c'est cool que des mesures soient prises? Est-ce que vous pensez que c'est cool que la mère de Joy montre qu'on ne peut pas faire ça à la télé et qu'il faut peut-être donner un exemple et ne pas insulter des enfants de 14 ans, même si on peut trouver que la vidéo est déplacée ou peu importe, les mots restent super violents et durs, surtout à une antenne, à une heure de pleine écoute, genre repressé. Je sais qu'il y en a qui détestent que je dise ça, mais c'est la vérité et je trouve que ça peut être super choquant. À côté de ça, je rebondis aussi sur le fait que beaucoup me demandent, encore une fois, si Kelly et Cyril Hanouna sont en couple. Alors honnêtement, je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas dans leur vie, mais j'ai vu des gens qui m'ont dit sur Twitch que c'était fort probable, simplement parce que Kelly était présente à toutes les émissions, mais elle ne réagit pas beaucoup, bon, sauf là évidemment, mais sinon elle ne réagit pas beaucoup aux chroniques, etc. Et beaucoup de gens disent, ouais, mais sur TPMP, il faut que les gens réagissent. Donc si elle est là et qu'elle ne réagit pas, pourquoi est-ce qu'elle est là? Pourquoi est-ce que Cyril la prend tous les jours? C'est une question qui est à se poser. Je vous laisserai faire vos petites théories dans les commentaires. Je voulais aussi vous parler de Jonathan et de Shanna Kress, étant donné qu'il y a eu une suite au cambriolage dont je vous ai déjà parlé. Je vous avais toujours promis que je reviendrais sur la suite des choses quand il y en avait. Et bien il y a eu du nouveau, on va revenir dessus aujourd'hui, mais d'abord un peu de contexte. Début janvier 2023, Shanna et Jonathan faisaient une terrible annonce sur leur compte Instagram parce qu'un cambriolage a eu lieu à leur domicile.
Suite à ça, le couple a annoncé qu'il souhaitait déménager de France et évidemment tout le monde a pensé à Dubaï. Pour vous rappeler le post qu'ils avaient posté, merci messieurs les cambrioleurs, grâce à vous on démarre bien l'année, mais surtout grâce à vous on est sûr, maintenant on veut vivre à l'étranger. Ils étaient, comme à leur habitude, mis dans une polémique de bad buzz et d'avoir tout organisé eux-mêmes. Donc ils auraient, selon des internautes, organisé le cambriolage, ensuite le fait de retrouver la voiture ici et là, le fait d'appeler la police, en bref, ils auraient totalement tout organisé selon certains internautes. Personnellement, moi je pense pas qu'on organise ce genre de choses, mais ce n'est que mon avis. Donc Shana avait fait une mise au point par rapport à ça que j'avais jamais vu et que je vous lis. J'ai lu des commentaires sous notre photo, des gens qui disent que c'est une mise en scène pour partir à Dubaï. Vous êtes sérieux? On peut pas vous en vouloir non plus. Il y a tellement de gens qui font des bad buzz et qui disent de la merde que je peux comprendre qu'on puisse se poser des questions. Mais honnêtement les amis, vraiment pas du tout. Et pour vous parler de l'actualité, il y a quelques jours, ce couple a montré une vidéo qui montre tout ceci sur leur chaîne YouTube. Dedans, il y a des extraits des caméras de surveillance, il y a les dépôts de plainte, il y a absolument tout. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que les internautes ont continué. Ils sont toujours aussi nombreux à spéculer sur le fait que le couple aurait tout inventé et qu'inventerait tout pour partir à l'étranger. Mais moi j'ai envie de le dire très clairement, laissez-les tranquilles. Enfin au bout d'un moment, tu ne peux pas inventer ce genre de choses. Si tu le fais, c'est vraiment bad karma et je pense pas du tout qu'ils fassent ça. Quoi qu'il en soit, je vous laisse regarder un petit magnéto de leur vidéo. On rappelle également que John avait été sur TPMP pour revenir par rapport à tout ça et qu'il avait dit que sa communauté les connaît et qu'ils savent que ceux qui les connaissent savent qu'ils sont intègres et qu'ils ne feront jamais ça. Et finalement, c'est aussi dans une autre vidéo YouTube ou dans la même, je ne sais plus exactement, qu'ils ont annoncé où ils allaient aller. Et ils ne vont pas déménager à Dubaï, mais ils déménagent à Bali. En effet, dans la dernière vidéo YouTube, Shana annonce la nouvelle. Elle dit qu'ils ont décidé de partir dans une destination qu'elle connaît et que lui ne connaît pas et qu'ils aimeraient beaucoup partir à Bali. Ils disent également qu'ils ont l'intention de faire construire là-bas et en fait, en gros, Shana dit que Jonathan va y aller pour voir comment ça se passe là-bas avec la personne qui travaille avec eux et que, en gros, s'il aime bien, il déménagerait certainement à Bali de sûr pour construire une maison et certainement vivre un bon moment là-bas avec leur enfant. On va où mon amour? Du coup, on a décidé d'aller dans une destination que moi je connais et que mon amour ne connaît pas. La destination c'est Bali. On aimerait vraiment partir à Bali. Pourquoi? La première destination que j'ai kiffé dans ma vie c'est Miami, c'est pour ça que j'ai habité là-bas. Et c'est vrai que Bali c'était une de mes destinations coup de cœur aussi parce que déjà les gens, le partage avec les gens, il est incroyable. Les gens, ils sont dans un partage et c'est un truc de fou. Attends. Donc du coup, mon amour, il va partir pendant une semaine. Il va aller là-bas avec la personne qui travaille avec nous, donc Tess, pour ceux qui la connaissent. Le but, en fait, de ce voyage à Bali, c'est que mon amour aille voir comment ça se passe. Est-ce que ça va lui plaire déjà? Parce que moi, je sais que ça m'avait plu de ouf. C'est un beau projet qui me rappelle celui d'une youtubeuse et créatrice de contenu que je suis et que vous connaissez peut-être qui s'appelle Allo Alaya. J'ai regardé mes notes parce que j'arrive jamais à prononcer son pseudo. Je l'embrasse, elle passe par ici même si je ne pense pas. Et si jamais vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à sa chaîne YouTube. Je voulais la mettre dans une découverte de la semaine, mais vous allez voir que ma découverte de la semaine concerne Victoria Meo et son JT de 20h parce qu'il faudra faire une mise au point là-dessus. Mais ça, c'est à la fin de l'émission. Donc en attendant, commentez avec le hashtag MTT et dites-moi ce que vous pensez de leur beau projet qui est de déménager et de construire une maison à Bali, peut-être pour recommencer ailleurs et s'éloigner de toutes les mauvaises choses qui se sont passées dans leur vie dernièrement. Parce que c'est vrai qu'en plus d'ailleurs, merci pour eux parce que j'ai vu que beaucoup de gens avaient vraiment de la peine en fait par rapport à tout ce qu'ils ont vécu dernièrement et moi personnellement ça me fait plaisir d'avoir une communauté comme ça qui va plus se dire ok les pauvres ils ont vraiment vécu des sales trucs dernièrement et ils doivent en avoir marre, ça doit être une source de stress incroyable au lieu de dire toute la journée qu'ils font du buzz et du buzz et du buzz et du buzz et du buzz. Donc merci à ma communauté de penser de cette manière.
On part sur quelque chose d'un peu plus léger car cette fois-ci j'avais envie de vous parler de la querelle Amélie Netten et Eddie parce que dernièrement c'est un duo qui fait parler. Bon, il y a quelques temps on a parlé d'un autre duo, Brigitte et Josiane, soit Thomas Vitiello et Benoît Dubois, mais cette semaine je vais vous parler de Amélie Netten et Eddie parce qu'ils ont fait parler dernièrement. Mes informations ont été prises sur Blasting News, mais pour vous expliquer et recontextualiser comme ils l'ont fait, et j'adore leur contextualisation, donc merci Blasting News, Eddie était très proche de Anaïs Camizuli, mais il s'est rapproché d'Amélie Netten dans Les Anges 6. Et oui, ça date. Ils étaient un peu comme frères et sœurs. Ils enchaînaient les clashs, les réconciliations, ensuite les clashs, ensuite les réconciliations. Mais malheureusement, cette amitié n'a pas duré et aujourd'hui, on en réentend parler. Déjà, on retourne en 2016 et on rappelle que Eddie racontait qu'ils n'étaient plus amis parce que, je cite, « c'est ce que vous voyez à la télé. En fait, je sais qu'elle a sa famille, son mec et son fils, mais j'ai plus vu Coralie en 8 mois qu'Amélie en 3 ans. Je ne la connais pas. Elle n'est jamais venue chez moi et je ne suis jamais allé chez elle. Je l'ai follow carrément. Ce n'est pas une méchante fille, je lui souhaite que du bonheur, mais ce n'est pas ma pote en dehors des tournages. Je ne suis pas un menteur et je le dis haut et fort, on n'est pas amis. » Donc en fait, on apprend que selon Eddie, Amélie ne serait amie qu'avec des personnes simplement pour les caméras et pour les tournages. Et en fait, on entend que 7 ans plus tard, en 2023, le discours de Eddie n'a absolument pas changé parce qu'il l'a critiqué en fait via un live TikTok. Il a fait un live TikTok et à l'intérieur, il n'a pas du tout mâché ses mots par rapport à Amélie. On lui pose des questions en fait sur cet ancien binôme, on lui demande en fait si ça va, si ils s'entendent toujours pas, mais ça s'est peut-être arrangé, apaisé. Et lui, il la qualifie d'opportuniste et il dit que Amélie a voulu profiter de ses relations amicales avec Eddie et Anaïs pour exister à l'écran et qu'à l'extérieur, elle ne s'intéressait à personne. Eddie va envoyer un joli tacle à Amélie concernant son retour dans Les Apprentis, les 50, etc. Il dit, et je cite, « Elle est candidate maintenant à son âge ». Et ensuite il dit, justement, elle n'a rien fait, on se disait meilleure amie à la télé, mais il n'y avait rien de tout ça. À part en booking, on ne se voyait qu'en date payée, sinon on ne se voyait pas du tout en dehors. Et en vrai, je trouve que le pic est gratuit de parler de l'âge, sincèrement. Faut arrêter de parler d'âge et peu importe. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment gratuit. J'ai rien contre Eddie, je ne le connais pas, je connais pas Amélie non plus, mais je trouve que toujours piquer les gens sur leur âge, c'est limite, tu vois. Par contre, je trouve pas ça cool si ce qu'il dit est vrai et qu'il n'y avait aucune amitié en dehors des tournages, alors qu'en tournage, ils avaient l'air extrêmement amis. Je veux bien qu'on ait les collègues, etc. et qu'en dehors, on n'ait pas forcément des atomes crochus avec tout le monde, mais ils avaient vraiment l'air proches, tu vois. Et moi, j'étais là en mode... Oh, c'est triste. Je vais plus loin parce que Blasting News avait été plus loin et j'avais envie de citer un peu. Eddie a dit que selon lui, le binôme qu'il adore dans Les Apprentis Aventuriers serait Antonin et Barbara parce que ce sont des personnes entières et vraies. Et j'ai retrouvé un petit moment du live, je vais vous le faire écouter, mais avant, Amélie Netten avait aussi réagi en story en disant qu'elle en avait strictement rien à faire de ce qui était dit. Je vous laisse écouter tout ça. À son âge. À quel âge? Je sais pas. Justement, elle a rien fait. On se disait que Rari meilleure amie à la télé, au final dehors il y avait rien de tout ça, Darka voilà. À part en booking, on se voyait qu'en date payée. Sinon on se voyait pas en dehors. T'as déjà vu ça ou pas? Alors que tu fais la vendeuse à la télé et tout nanana, Rari elle est foufouna et tout. Allez salut. On est rentré à la maison. Pardon. Ça nous a fait du bien, on a été prendre un peu le soleil. Et je vais vous dire de ce que je vous ai posté avant. Ça ne me fait absolument rien du tout. Je vous le dis clairement, j'en ai rien à faire. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est dommage de revenir encore une fois 7 ans après sur des querelles comme ceci, etc. Et que peut-être le mieux aurait été de pouvoir en parler en privé. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit pour Thomas et Brigitte, enfin pour Josiane et pour Thomas Vitiello et Benoît Dubois, pardon, je me mélange les pinceaux. C'est ce que je vous ai dit pour eux, que je pense que régler ses comptes sur des plateaux télé séparés, c'est vraiment dommage. Mais là, on est en plus sur un live TikTok, Amélie répond, enfin ça fait de la sauce, ça fait du bruit et la preuve en est que je vous en parle et que j'ai vu énormément de médias en parler. Et je trouve ça dommage parce que c'était quand même un beau binôme, mais après c'est vrai que c'était qu'à l'écran et Eddie a le droit d'en vouloir Amélie. Je ne sais pas quoi en penser et j'ai hâte de vous lire dans les commentaires par rapport à ça, mais quoi qu'il en soit, ça fait 7 ans et peut-être qu'aujourd'hui il faudrait l'un comme l'autre, passer à autre chose. Mais je reprécise et je le dirai toujours, ne taclez pas les gens sur leur âge, peu importe les projets qu'ils ont ou qu'ils font. Personnellement, je trouve ça dommage et je trouve ça vraiment petit parce que si on parle d'âge, Eddie est aussi sur TikTok et TikTok est une plateforme dédiée à la jeunesse et je mets des guillemets quand je dis ça, mais la plupart des gens qui sont dessus sont des jeunes. Donc voilà, et je dis pas que Eddie est vieux, je dis juste que ce sont vraiment des plus jeunes qui sont principalement sur TikTok, ce sont des chiffres qui ont été prouvés. Ce n'est pas moi qui tacle qui que ce soit avant qu'on vienne me le dire dans les commentaires.
tout va bien, je dis juste que c'est dommage de tacler les gens sur leur âge. Mais ça me permet aussi de finir cette actualité pour et par rebondir sur quelque chose qui est que, comme je vous l'ai déjà dit plus d'une fois, on ne sait pas vraiment ce qui se passe derrière les caméras, on ne sait pas vraiment ce qui se passe une fois que les caméras sont éteintes. Et comme vous le voyez ici, d'après ce qui est dit, il n'était absolument pas amis en dehors des caméras. On ne sait pas si c'est vrai. Tout ce que je peux vous dire, c'est que faut faire attention à ce qu'on regarde, au contenu qu'on consomme et aux liens qu'on donne aux créateurs. Après là, c'est pas pareil, c'est des candidats de télé-réalité. Pour moi, je ne sais pas vraiment les deux. Mais il faut faire vraiment attention aux liens qu'on donne aux personnes qui sont médiatisées et sur Internet. On en parle souvent sur ma chaîne YouTube et je voulais revenir dessus parce que beaucoup de choses se passent avec le couple Blatta. Récemment, ils sont passés chez 7 à 8 après leur plainte contre X, comme je vous ai déjà expliqué dans Spill the Tea. N'hésitez pas à aller regarder et je voulais revenir dessus. Malheureusement, je ne pourrais pas mettre d'extrait pour raison de copyright parce que j'ai pas envie que mon émission saute, mais on rappelle que le sujet Blatta ne cesse de faire parler depuis que Booba a décidé de lancer les hostilités contre les influx voleurs en mai 2022. Le rappeur a décidé de s'en prendre aux influx voleurs, des influenceurs qui, selon lui, font des placements de produits frauduleux. En effet, les produits qui ont été proposés par ces personnes sont soit jamais arrivés, soit étaient défectueux et dans tous les cas, c'était vraiment des choses qui n'étaient pas à faire. Mais tout ça, pareil, on en a déjà parlé un milliard de fois sur toute ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Cela ne s'arrête pas là, parce que là où les influx voleurs se sont fait le plus d'argent, c'est sur les paris sportifs. Les promotions de formation soi-disant prises en charge par le CPF, donc le compte professionnel de formation qui est géré par l'État et c'était totalement faux, ou encore la vente de NFT et l'achat de Bitcoin. On en parle toutes les semaines, j'espère que vous avez un peu suivi, histoire que vous sachiez un peu que vous sachiez, que vous savez, oh mon français est vraiment nul, histoire que vous soyez au courant de ce dont on parle. On rappelle qu'il y a aussi des textes de loi qui sont en train d'être écrits par des députés en France, qui vont être votés, qui vont passer et qui vont permettre de vraiment réguler tout ceci dans le milieu de l'influence. Mais aujourd'hui, les spécialistes là-dedans, d'après les médias, je cite, d'après les médias, serait le couple Blatta. Marc et Nadé sont aujourd'hui visés par des plaintes pour escroquerie et abus de confiance en bande organisée et ils sont revenus le dimanche 19 février au soir 2023 sur l'émission 7 à 8. Ils sont revenus sur tout ça. Ils ont dit: j'ai été formé à titre personnel par des traders professionnels qui me donnent un peu leur ressenti sur les marchés. Ça fait maintenant 3 ans. On a attendu vraiment d'avoir pris pas mal d'argent, déjà à titre personnel, de voir si ça fonctionnait bien. Et on a commencé par la suite à le proposer à notre communauté. C'est ce que dit Marc. Du coup, ce qu'on comprend, c'est qu'il aurait essayé déjà ça tout seul, qu'il aurait été conseillé par des professionnels, qu'il aurait touché de l'argent et que suite à ça, il aurait proposé à sa communauté les mêmes bons plans afin de pouvoir gagner des millions sans rien faire. Ce sont ces mots, on les a déjà vus en story. Marc Blatta ajoute ensuite qu'il prévient toujours en amont les clients par le canal Telegram via un disclaimer qui permet en fait de faire comprendre qu'on peut prendre des risques en faisant tout ceci. Il dit: on les a prévenus sur nos réseaux sociaux dans un premier temps quand on leur a dit qu'il y avait des risques. Ensuite, quand ils rentrent sur le canal Telegram, on a un disclaimer. Par rapport à la justice française, Marc Blatta dit qu'il n'en a rien à faire parce qu'il ne vit pas en France et que son audience vit aux 4 coins du monde selon lui. Donc la justice française, il s'en fout. Il dit: je n'habite pas en France et je ne parle pas qu'à des Français. On s'adresse en français à des francophones notamment qui vivent ici aux Émirats, qui vivent au Maghreb, partout. Alors oui, on est peut-être suivi par des Français, mais nous ne sommes pas suivis que par des Français. On rappelle cependant qu'il y a des plaintes contre eux qui sont sérieuses vu que les comptes Instagram ont été supprimés. Donc le seul moyen pour eux de pouvoir partager tout ça a été supprimé et à ce moment-là, ils n'ont plus de plateforme. Pour terminer cette actu, je vous dirais que beaucoup disent que les Blatta auraient peur à ce moment où je vous parle, que ça se voit qu'ils seraient vraiment dans une mauvaise posture et qu'ils essaieraient de s'en sortir comme ils peuvent. D'autres disent qu'ils ne risquent absolument rien et qu'en fait, ils vont vraiment continuer à faire ce qu'ils font parce que, comme je vous l'ai dit, Marc Blatta avait quand même dit que ça va s'il n'y a que 80 personnes qui se plaignent sur des milliers et que moi je pense qu'il y a beaucoup de gens surtout qui ne parlent pas et qui parleront par la suite. Quoi qu'il en soit, je suis surtout très content que les médias institutionnels style BFM TV et PATV, comme j'ai dit la semaine dernière, ou encore TF1 et vraiment d'autres médias très importants qui sont regardés par tous en France, fassent en sorte de mettre en lumière toute cette polémique, parce que pour moi c'en est une, mais ça va même plus loin que là, toute cette arnaque au NFT et au Bitcoin, et je parle pas que de Marc et Nadé Blatta s'ils sont vraiment concernés par ça, mais dans tous les cas ça existe et je pense sincèrement que c'est cool qu'on le mette en avant et que c'est aussi très important que la justice française s'en mêle, que Marc le veuille ou non.
je pense qu'il paiera aussi pour le côté de la France. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est vraiment une histoire qui a rebondissement et qui ne cesse de faire parler et j'ai hâte de vous lire par rapport à ça dans mes commentaires. Et comme vous le voyez, nous avons un petit loup qui est totalement fatigué de son repas et je pense que je ferai ça le matin maintenant quand je le prends pour filmer. Je le prendrai une fois qu'il aura été nourri parce que comme ça, il digère et il ne me donne pas ses gros coups de patte. Je crois que mon petit Blue a soif, du coup on se retrouve dans un clic pour la suite de l'émission, le temps que je lui donne à boire. On reprend l'émission avec quelque chose que vous adorez, un petit point sur les apprentis aventuriers. En effet, je voulais faire ce petit point et je peux le faire grâce à la vidéo YouTube de Niccolò Federico Ferrari di Milano parce qu'il a fait une vidéo YouTube sur le sujet. On rappelle que la saison 6 des apprentis a démarré le 13 février 2023. Sur la plage, Niccolò est accompagné de son ex, Victoria Meo, qui était sa copine au moment du tournage et d'ailleurs on reviendra sur elle plusieurs fois tout au long de mon émission. On rappelle d'ailleurs que Vivi est ultra critiquée de par son comportement qui est jugé comme insupportable, mais malgré tout, elle a quand même prévenu les abonnés et les internautes sur son compte TikTok que ce n'était que le début et qu'elle, et je cite, sera bien pire dans la suite de l'aventure. Je vais pas me justifier du fait que je suis chiante, mais j'ai mes raisons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Et là, je me dis, mais attends, ça fait d'une semaine que c'est diffusé. Mais les gars, vous êtes même pas prêts. Ceux qui m'insultent sur Twitter, vous êtes même pas prêts du comportement que je vais avoir dans pas longtemps, là, dans les épisodes. Parce que là, je suis pas encore chiante. C'est que vous me détestez déjà alors que je suis sympa. Genre là, je crois que je suis dans les épisodes où je suis sympa. Parce qu'une semaine de diff, en ça fait quoi? Ça fait 3 jours de tournage. Je suis encore super sympa. Vraiment, sachez-le. Ouais, peut-être 2 jours. Je suis trop gentille là. Donc, sachez que apaisez vos cœurs parce que je vais être encore pire. Je vais être vraiment hystérique, méchante, tout. Et selon Blastic News, s'il y a bien quelqu'un qui a réagi à tout ça, c'est Niccolò sur sa chaîne YouTube. Il a réagi au premier épisode et ce n'est pas le seul. On va revenir un peu sur tout ça lors de cette rubrique. Dans un premier temps, il dit que lors de ce deuxième tournage, il était très différent du premier. Pour vous citer, j'avais plus d'énergie la première fois. Pour mon deuxième tournage, mon corps était totalement faible. Quand on a tourné mon portrait, j'ai fait un malaise. On a dû arrêter de tourner en plein milieu. Il faisait extrêmement chaud aux Philippines. Je dormais mal et j'étais aussi stressé par rapport à mon couple. C'est vrai qu'il faut noter que ce tournage a dû être très difficile pour Niccolò. Il était déjà, comme il le dit, pas bien par rapport à son couple et en plus de ça, en étant faible dès le début, ça peut amener des difficultés. On l'a notamment vu avec Jessica Herrero si vous suivez les épisodes. Au tout début, on voit qu'elle est quand même aussi assez faible et que malheureusement, ça lui porte préjudice sur les épreuves. À côté de ça, on apprend également que Niccolò a été servi d'eau par la production et par conséquent, il revient sur la tricherie de Roman. Pour vous recontextualiser, Roman a été accusée de triche parce qu'elle est revenue sur le camp avec une bouteille d'eau. Il a dit « Il n'y a pas de triche. Quand on va chez le médecin pour prendre des médicaments, il nous donne une petite bouteille d'eau qu'on ne va pas jeter car l'eau est précieuse sur cette île. On rentre donc avec pour la terminer. Nos gourdes sont métalliques et par conséquent, l'eau a le goût de fer et c'est tout le monde a accès à l'eau potable, mais il nous donne pas de la bouffe en scred. On crée vraiment de faim. J'adore les mots de Niccolò qui sont très crus, mais c'est un peu ce que je vous disais aussi. Je pense sincèrement qu'ils ont juste donné une bouteille d'eau à l'infirmerie et que par conséquent ils l'ont gardée parce que de l'eau en plus c'est toujours cool, tu vois, et qu'il manque de nourriture, donc peut-être qu'ils gardent l'eau. Mais moi sur ce que je reviens, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont fait tout ce stratagème de câlin pour la prendre en cachette. C'est très bizarre si on n'a rien à cacher. Ou alors au montage, mettre une petite banderole en dessous en disant « Roman a une bouteille d'eau parce qu'elle rentre de l'infirmerie » ou « Roman est allé à l'infirmerie », on aurait tous compris. À côté de ça, pendant la diffusion, comme je vous l'ai déjà expliqué, Niccolò constate que Victoria, donc sa petite amie au moment du tournage, et ses amis à elle, sont en train de le critiquer dans son dos. Il avait dit, et je vous l'ai déjà dit, j'ai découvert en même temps que vous les interviews. Beaucoup de gens ont été choqués de toutes les méchancetés qui ont été dites sur mon dos. Pas moi, car quand j'ai rompu avec mon ex, les candidats m'ont prévenu, mais je ne savais pas si c'était devant les caméras ou non. Et ensuite, il va faire allusion au prétexte que Victoria utilise en disant « Je suis exécrable parce que je ne mangeais pas ». Il dit que juste avant le tournage, ils avaient fait un immense petit-déj et que par conséquent, le premier jour, elle devait avoir le ventre bien rempli et qu'il dit il a déjà fait l'aventure et que selon lui, on n'a pas faim dès le début et que par conséquent, le premier jour, Victoria n'aurait pas pu être exécrable par manque de nourriture. Cependant, c'est le ressenti de Niccolò, peut-être que Victoria avait vraiment faim le premier jour. C'est pas pour la défendre elle, mais c'est pour dire qu'il ne peut pas parler à sa place malgré tout. Je pense sincèrement que c'est un homme blessé. Il dira également « Quand j'ai vu tout ce que mon ex disait dans mon dos, je me suis dit que c'était une belle
J'avais proposé de venir régler nos problèmes à Milan, vu qu'elle n'a jamais fait l'effort de venir. J'aurais apprécié qu'elle fasse un geste, mais elle m'a dit qu'elle avait 500 trucs à faire. Du coup, j'ai demandé à la production de me changer les billets. Une fois arrivé sur le tournage, tu passes plusieurs jours à l'hôtel. On te confisque ton téléphone. Je ne l'ai pas ghosté, je n'avais pas mon téléphone. Et elle a joué sur ça, dans son portrait. Je pense qu'elle avait déjà envisagé de me quitter. Sa stratégie était de me faire passer pour quelqu'un de méchant. Elle voulait s'en sortir de la façon la plus clean possible, mais malheureusement, ça n'a pas marché. Tu es passé pour une grosse... C'est ce que Nicolo a dit lors de sa vidéo, ce n'est pas mes mots, mais j'ai pris cette citation parce qu'on peut comprendre donc qu'il n'avait pas son téléphone, et les deux d'ailleurs, et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu Victoria dire qu'il l'avait ghosté, qu'il répondait pas, etc. juste avant le tournage, mais s'ils étaient les deux à l'hôtel sans téléphone, par conséquent, il n'a pas pu la ghoster. C'était pour vous donner un peu plus d'informations en détail. Il y a aussi eu beaucoup de critiques par rapport au fait que Nicolo aime absolument tous les tweets selon les internautes sur Twitter qui descendent Victoria mais pas les autres et tout ça. Il y a beaucoup de critiques qui sont faites par rapport à Nicolo et son comportement là maintenant par rapport à Victoria en disant qu'il relaie toutes les choses méchantes sur elle, sur Twitter, sur Instagram et tout ça. Il y a aussi beaucoup de critiques par rapport à Victoria qui parle dans le dos de Nicolo. En fait, il y a beaucoup de critiques sur les deux, mais les deux ne sont plus ensemble et il faut le rappeler. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup réagir parce qu'on les voit à l'écran ensemble alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Je vous ai fait un petit magnéto qui revient sur 2-3 autres informations de la vidéo de Nicolo. Je vous l'affiche à l'écran et on passe à la suite. Des petites bouteilles d'eau pour prendre les médicaments. Et vu qu'on n'allait pas se boire quand même une bouteille d'eau entière et on n'allait pas la jeter parce que l'eau elle est précieuse, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. En fait, nous on rentrait avec la petite bouteille d'eau pour la terminer. Il faut savoir que nous les candidats on n'a pas accès aux épisodes en avant-première. Du coup, on les regarde en diffusion en même temps que vous. Et il faut savoir aussi que nous, on n'est pas au courant de ce que les autres ils disent en interview et on n'est pas au courant de tout ce qui se passe parce que tu es au courant de ce que tu vis en première personne, mais tu ne sais pas ce qui se dit sur toi et du coup, tu le découvres pendant la diffusion. Elle a activé la machine pour me salir et me faire passer pour un bâtard, pour ensuite me quitter parce que nous, dès qu'on est rentré des apprentis, on ne s'est plus jamais revus parce qu'elle trouvait 3000 excuses pour pas que j'aille chez elle. Un trigger warning s'impose parce qu'on va parler de Pierre Palmade et vous m'avez demandé tous, mais vraiment tous, de manière unanime sous mon dernier Mix The Tea, de revenir dessus et de vous faire une update. Vous m'avez demandé tout ça, donc je vais vous rappeler un peu que de base, il a été mis en examen pour un accident routier avec prise de cocaïne. Aujourd'hui, il est visé par une autre enquête, celle de détention d'images à caractère pédophile. Selon le Huffington Post, Pierre Palmade est sous une enquête de détention d'images de ce type parce que cette enquête a été lancée le 18 février 2023 après qu'un signalement ait été effectué auprès des services de police. C'est ce qu'a dit le parquet de Paris qui ont confirmé l'information à BFM TV et selon les informations de BFM TV, un homme aurait contacté la police pour indiquer qu'il avait en sa possession des vidéos et des audios démontrant que Pierre Palmade détenait des images à caractère pédophile. Les enquêteurs ont auditionné cet homme pour vérifier la véracité de ses propos et le téléphone de Pierre Palmade est toujours sous analyse selon les informations exclusives du Parisien. Et lors de son audition, l'individu aurait affirmé à un policier, et je cite, que l'humoriste aurait déclaré qu'il avait à sa disposition 2 enfants, l'un âgé de 7 ans et l'autre de 9 ans, pour assouvir ses besoins. Il a aussi dit qu'il aurait montré à cet homme des photos et des vidéos des victimes. Attention, parce que pour l'heure, ceci n'a pas été confirmé et cet homme se serait rétracté. Donc je tiens à le préciser. Le domicile de Pierre Palmade a été fouillé une 2e fois parce que la semaine dernière, je vous racontais qu'il avait déjà été fouillé une fois. Ça a été confirmé par les informations du Parisien et l'avocate de Pierre Palmade ne s'est pas exprimé encore à ce sujet. Mais on apprendra que l'humoriste Pierre Palmade est concerné par une enquête pour usage et détention de stupéfiants parce qu'il était sous l'emprise de lors de l'accident. On rappelle que la toute première perquisition n'avait pas permis d'avoir de saisie de drogue et de stupéfiants dans la maison, mais à côté de ça, pour revenir à l'accident qui s'est passé le 17 février, il a été mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants. On rappelle qu'au cours de l'accident, il a blessé un homme, son fils de 6 ans et sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé. Pierre Palmade avait été mis en examen, il avait été assigné à l'hôpital avec un bracelet électronique. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il avait déjà raconté ses lourds problèmes d'addiction et il a d'ailleurs indiqué n'avoir aucun souvenir par rapport à l'accident. On a aussi des nouvelles informations par rapport aux 2 personnes qui accompagnaient Pierre Palmade lors de cet accident. Je vous lis un peu ce que le Huffington Post a dit. Les 2 hommes, un Marocain de 33 ans et un Français de 34 ans, ont été
placés sous le statut de témoins assistés pour non-assistance à personne en danger. Ils avaient quitté les lieux après l'accident, je le rappelle. Le premier a été interpellé au petit matin, mercredi. Le second s'est rendu au commissariat en fin d'après-midi, mercredi, accompagné d'un avocat. On apprendra aussi que l'un des deux passagers avait été condamné la semaine précédente pour trafic de stupéfiants et il avait une interdiction de contact avec Pierre Palmade. Mais malheureusement, cette interdiction n'était pas valable au moment de l'accident parce que c'était valable dans les 10 jours qui suivaient le verdict de ce procès. J'espère que vous suivez bien, c'est assez compliqué, mais moi j'avais pas compris, on a dû déficeler tout ça ensemble sur Twitch. Ce sont les news que j'ai par rapport à tout ça au moment où j'ai écrit et au moment où je vous parle, 22 février 2023. S'il y en a plus, n'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse un point dimanche prochain dans Mixos the Tea, et sinon je vous laisserai vous renseigner sur les médias et je reviendrai dessus quand il y aura vraiment beaucoup de choses. Mais si vous voulez qu'on refasse un point, n'hésitez absolument pas, ça ne me dérange absolument pas, c'est juste pour répondre en fait à votre demande. Si vous voulez un point dessus, on en refera un dimanche prochain. Rappelez-vous, on en a parlé lundi dernier, Bilal Hassani avec son fameux nouveau copain qui avait été confondu avec Moujdat. Tout ceci a eu beaucoup d'updates, on en a parlé dans Spill the Tea lundi dernier, je voulais revenir dessus. Rappelez-vous, pour la Saint-Valentin, Bilal Hassani a créé une vague de haine et d'amour sur Twitter avec des posts qui nous présentaient un nouvel homme. Dessus, et je cite, et vous voyez les images à l'écran, Bilal est vêtu d'une culotte blanche et d'un gilet gris et est assis en califourchon sur un homme. C'est ce qu'a dit le média Oh My Mag. Cet homme ne serait personne d'autre que François Saja ou Saga, je ne sais pas trop comment ça se prononce, un acteur de charme gay, pour ne pas dire un acteur parce que ce mot est bipé. En légende, Bilal avait écrit amour et ensuite il avait écrit suite réservée, dîner ce soir, en rappelant qu'il y avait des photos de main dans la main, de Bilal qui s'apprête, etc. On n'a pas eu de précision sur le fait que c'était un couple ou c'en était pas un, mais les internautes avaient réagi. On pouvait lire « J'arrive pas à savoir si c'est vraiment son copain ou s'il nous fait une blague et que Jean-Henri joue son copain dans son prochain clip. Je hurle, une icône, wesh, un vrai couple de stars. C'est ton vrai mec ou pas ?» En découvrant le tweet de Bilal, il y a quelqu'un qui a réagi parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs, et enfin c'est même pas des rumeurs, des blagues, surtout de l'humour, qui disaient que cet homme ne serait personne d'autre que Moujdat, l'ex de Mila, Jasmine. Et du coup, un candidat a réagi par rapport à tout ça, et c'est Bastos. Il a mis en story cette photo, vous allez le voir parce que je vais vous citer et vous lire, en disant en gros que c'était Moujdat pour la blague, parce que beaucoup d'internautes le disaient, hein, on pouvait lire « j'ai cru que c'était Moujdat », la même tête que Moujdat, j'ai bugué, je pensais que c'était Moujdat, le sosie de Moujdat, et dans la story Instagram de Bastos, le 17 février, on a vu cette photo et avec la légende « Moujdat sa glam en roue libre ». Moujdat avait d'ailleurs pas hésité à rentrer dans le jeu, il avait répondu « ça va, ce n'était qu'un shoot-in », une réponse pleine d'humour. Malheureusement, pour en revenir à la story de Bastos, quelqu'un avait réagi en disant en gros que c'était de l'homophobie parce que selon cette personne, être gay égale être en roue libre égale être homophobe. C'est ce que la personne avait dit à Bastos. D'ailleurs, les messages, je vous les affiche à l'écran parce que Bastos me les a très gentiment réenvoyés. C'était dans une story publique, je précise, donc j'ai pris la story publique. Mais Bastos a répondu « Quel rapport? C'est le shoot qui est hot. Parfois, je manque de force. Je bloque cette personne. Je préfère vous l'avouer. » Parce que je pense qu'il en a eu marre en fait. Il a juste dit un truc, il y a eu une blague à découler de tout ça. Et encore une fois, on cherche le petit truc là pour piquer et pour dire ah bah du coup t'es homophobe parce que si Moujdat est avec un homme, c'est que Moujdat est en roue libre. En roue libre ça veut dire qu'il est homophobe, patati patata, alors que pas du tout. C'est juste quelque chose qui est saupoudré d'humour et je pense pas que Bastos soit la première personne à qui on devrait penser quand on parle d'homophobie. Il est ultra ouvert sur tout, donc je trouvais ça dommage et je voulais aussi souligner, comme vous le voyez, que comme je vous l'ai dit la semaine dernière, maintenant les créateurs de contenu ont l'air de se défendre et d'afficher ce genre de choses et surtout de bloquer les personnes. Et je vous le dirai là, si jamais quelqu'un vous dérange sur les réseaux, bloquez-le, ça s'arrête, c'est fini. Pour en revenir à Bilal, on a finalement eu une réponse. Le 21 février, Bilal lève le doute sur toute sa vie sentimentale parce qu'en fait, l'ensemble des photos n'était rien d'autre qu'un tirage extrait de son nouveau clip Marathon. Comme vous le voyez à l'écran, il a dévoilé une nuit torride dans ce clip entre lui et l'acteur François. C'était une ambiance tamisée, on les voit se rapprocher et on voit quelque chose de très charnel et sensuel. Et je vous l'avais dit et beaucoup d'internautes l'avaient dit aussi, pour l'instant il n'a pas démenti les rumeurs d'un couple, hein, on le précise quand même, mais je pense sincèrement que s'ils ne sont pas en couple, que c'était simplement pour faire un gros coup de com', un gros coup de promo pour son prochain clip, chose qui a marché parce que beaucoup de gens ont été à l'affût
l'affût et voulait savoir ce qui se passait. Je fais aussi un point parce que du coup lundi je vous ai parlé du fait qu'il avait mis l'arrobase de ce gars et que quand tu cliquais dessus tu tombais sur des contenus assez olé olé qui pouvaient choquer des gens et que j'avais dit que si on n'avait pas 18 ans on ne pouvait pas les voir. Mais je veux remettre en question ce que j'ai dit parce que des adultes m'ont dit que même en étant adulte, quand tu tombes là-dessus, tu peux être choqué et que par conséquent, ils n'auraient pas dû le mettre du tout ou alors prévenir. Et j'avais pas vu cette vision-là comme ça. Moi, je pensais vraiment que aux plus jeunes. Et pour le coup, je suis d'accord avec vous. Donc, je veux juste le dire de vive voix. Je suis d'accord avec les personnes qui m'ont dit avoir plus de 18 ans et être choqué par les images, c'est vrai que par conséquent, il n'y a pas d'excuse possible. J'avais juste pas du tout vu ça sous cet angle et c'est pour ça que je vous dis, venez discuter avec moi parce que je pense que c'est super enrichissant d'avoir plusieurs avis divergents qui permettent en fait d'aller sur un même chemin, une remise en question et une évolution dans sa manière de penser. Dans sa manière de penser, je parle de la mienne, mais dans la manière de penser générale. Donc venez discuter des choses avec moi, ça me fait extrêmement plaisir et ça me permet vraiment de comprendre en fait d'autres points de vue, tout simplement. C'était donc tout pour le corps de l'émission, on passe au gros dossier. Le premier gros dossier sur lequel vous m'avez demandé de revenir est Amandine Pélissard, parce que de nouvelles choses se sont passées dernièrement. Il faut rappeler que ce couple, enfin cette famille a été connue grâce à Famille Nombreuse XXL et que depuis, le couple de parents s'est reconverti dans le X. Ils se sont d'abord lancés sur Mime pour proposer du contenu, ils en ont parlé dans une vidéo avec Jérém Star, ensuite ils ont carrément tourné une vidéo pour Jackie et Michel et ils se sont confiés maintenant sur Peer Break. Pour vous citer un peu, ils se sont prêtés à une interview vrai ou faux et on a permis d'en apprendre un peu plus. Il y a un sujet qui revient tout le temps et c'est un reproche, c'est que Amandine a un caractère bien trempé et qu'elle répond absolument à tout alors que son mari, lui, ne répond absolument à rien. Donc, on aura posé la question, est-ce que c'est vrai que Amandine porte la culotte et pas lui? Ce à quoi on a eu une réponse, on prend toujours les décisions à deux, elle ne m'a jamais forcé, c'est tout ou rien. Je suis timide, je parle moins, c'est vrai que je le laisse. Amandine rajoute d'ailleurs, les gens disent ça parce que moi je suis une grande gueule, je suis ci, je suis ça. Alex en public est plus introverti, on voit bien. Alex finit par confirmer et dire « Je suis timide et je parle moins. C'est vrai que je la laisse toujours parler parce qu'elle parle bien, elle envoie du lourd. Et c'est pour ça que je préfère la laisser faire. Moi je suis comme ça et puis c'est tout, c'est comme ça. » Ça c'était un peu pour revenir sur le fait que son mari est toujours catégorisé comme quelqu'un qui se laisse faire par sa femme, qui n'était peut-être pas forcément d'accord, etc. Apparemment c'est faux, juste il est timide, je voulais vous le dire. Mais à côté de ça, de nouvelles choses sont tombées et je voulais faire un trigger warning par rapport à ça pour les plus jeunes qui me regardent, encore une fois, parce que je pense que c'est assez touchy. Depuis leur annonce sur leur reconversion, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Il y a beaucoup de gens qui critiquent et il y a beaucoup de gens qui pensent aux enfants et au futur des enfants. À plusieurs reprises d'ailleurs, le plus grand des enfants, Léo, a pris la parole pour défendre sa famille entière et qui dit qu'il était au courant, qu'il sait très bien que ce que ses parents font, c'est pour leur bien, que c'est pour, enfin ça leur fait du bien en fait aux parents, que c'est une passion pour eux, enfin bref, tout ce genre de choses. Et Léo fait pas mal de mises au point. Il dit, et je cite, « Mes parents m'ont demandé mon avis avant de me lancer dans ce domaine et c'est un sujet qui a vraiment pris beaucoup d'ampleur sur la toile que les autorités ont décidé de s'en mêler. » Amandine a expliqué en story vidéo, je vais vous laisser écouter un petit peu après, Amandine a expliqué en vidéo qu'elle était à Paris et que quelqu'un l'a appelée pour dire que la police est à la maison et qu'ils veulent emmener les enfants. En fait, on a entendu qu'un signalement aurait été fait par d'autres personnes. On pouvait entendre des courriers anonymes ont été envoyés au procureur disant que suite à notre reconversion, on enferme nos enfants à clé dans leur chambre la nuit. C'est un dossier qui a finalement été classé sans suite. Mais Amandine dit que même les enfants ont dû être entendus dans le cadre de cette affaire. Elle dit qu'ils sont vraiment choqués, que les enfants ont dû aller à l'endroit où ils ont été entendus avec Léo, donc le plus grand, sans les parents, que effectivement oui ça doit être choquant pour des enfants de faire ce genre de choses, que elle dit, et je cite, ce sont des gens du côté haters qui se cachent derrière leur écran, qui font des lettres anonymes qu'ils adressent au procureur de la République. Et en fait, je pense que même si on n'est pas d'accord avec eux, là, en fait, tout le monde crie qu'il faut défendre les enfants, qu'il faut les protéger, mais de cette manière, en fait, on met tout de suite les enfants dans l'histoire aussi. Et je pense que c'est quand même assez grave. Donc oui, en vrai, je peux totalement comprendre que des gens soient révoltés par ce qu'ils font, que des gens soient révoltés par le fait qu'ils tournent ça chez eux alors que les enfants sont en train de dormir, par exemple, et tout ce genre de choses. Mais en impliquant directement les enfants à l'intérieur de tout ça,
je pense qu'on va pas aider non plus. Elle dit, et je cite, que les enfants sont traumatisés par tout ça, que ce n'est pas un jeu, que c'est traumatisant pour eux et que être dans un bureau austère avec des gens en uniforme qui portent des armes, c'est traumatisant pour les enfants. Je ne peux qu'être d'accord avec ce qu'elle dit, même si leur reconversion peut être discutable dû au fait qu'ils ont été connus en famille et tout ça. Là, ce que les gens ont fait avec les lettres anonymes, c'est qu'ils ont directement mêlé les enfants à tout ça et qu'ils vont aussi eux-mêmes, en tant que personnes qui voudraient les défendre, que ce soit des haters ou non, des internautes on va dire, ils vont eux-mêmes traumatiser les enfants. Ce n'est que mon avis. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi ou non dans les commentaires. Moi, je vous le donne. Tout le monde dit que je suis un chroniqueur maintenant, donc un chroniqueur donne son avis. Je vous dis que oui, c'est extrêmement choquant selon moi d'avoir cette famille qui fait ses contenus dans la maison. Et comme je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, pour moi, ils devraient avoir un endroit bien spécifique pour faire leur contenu, si leur contenu leur fait plaisir, etc. Mais là, on est en train, et quand je dis on, c'est la partie qui regarde tout ce qui se passe, donc la partie internaute qui peut envoyer, comme elle l'a dit, des lettres au procureur de la République. On va mettre les enfants directement au milieu de cette histoire et on va du coup les mêler à la police, les mêler à ci, les mêler à ça, alors que comme vous l'avez entendu, le dossier a été classé sans suite et par conséquent, je pense qu'on peut malheureusement créer des traumatismes à ces enfants, en plus de ceux qu'ils pourraient avoir par la suite, parce que si tout ceci sort quand ils sont plus grands et que je pense pas qu'ils soient tous prêts sincèrement à entendre ce que leurs parents font actuellement, je pense qu'en grandissant, ils ne seront peut-être pas tous en mode « Ah, trop bien ce que tu fais, c'est mon avis hein. ». Mais encore une fois, nous ne sommes personne pour les mettre directement au milieu de tout ça. Je sais pas quoi vous dire, c'est vraiment une affaire qui est vraiment très touchy. Depuis le début, c'est très compliqué, très délicat, que ça soit en tant qu'internaute à regarder, que ça soit en tant que créateur de contenu d'en parler. C'est vraiment une histoire qui est très sensible à mon goût et je pense sincèrement que si tout est bien réglé et que tout est bien fait, on pourrait s'en sortir, mais ils ont été connus en famille et malheureusement, j'ai bien peur que ça suive les enfants toute leur vie. Je vous laisse regarder un peu ce que Amandine Pélissard a dit et on passe à la prochaine actu du gros dossier. Pareil, pourquoi vous nous dites que nos parents nous enferment à clé la nuit, mais ça va pas, ils nous ont jamais enfermés à clé la nuit, enfin... Voilà. Et je pense qu'en plus, enfin, je sais pas, hein, on est tous parents, on est d'accord que les enfants, on les a pas fait en se regardant dans le blanc des yeux, on est d'accord que la plupart des parents ont quand même une vie sexuelle. Nous, on a quand même le souci de fermer notre porte à nous à clé le soir, quand on a un rapport. Voilà, on a ce souci-là. Je pense que beaucoup des Français ne le font pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents qui se sont déjà fait surprendre en plein débat. Nous, perso, ça nous est jamais arrivé parce qu'on a toujours été très précautionneux, en fait. Très précautionneux de ce qu'on fait. Et donc on ait des rapports dans notre intimité ou pour nos contenus qu'on tourne, peu importe. Dans tous les cas, nous, oui, on bloque notre porte à nous. Et ça, c'est normal. Voilà, c'est tout. En plus, nous, on a des barrières dans les escaliers. Donc, les enfants, s'il y en a un qui se lève, on l'entend tout de suite. Oui, voilà. Enfin, voilà. Par contre, là, je pense que le vrai problème du débat, c'est pourquoi on accorde du crédit aux haters. Alors ça, je voulais vous en parler parce que j'ai vu passer via une vidéo YouTube, celle de Darko. Je me suis dit que ça pouvait intéresser ma communauté. Je voulais vous parler du cas Bastos Bell. On en a déjà parlé 1 milliard de fois sur ma chaîne, surtout vers septembre-octobre 2022. Mais cette fois-ci, c'est via le créateur de contenu Darko qu'on en apprendra un peu plus. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il était candidat un temps, notamment dans Secret Story, mais il a préféré prendre une casquette de créateur de contenu et avoir une plus grande carrière avec les réseaux sociaux et notamment YouTube. C'est aussi un très bon ami de Bastos et il propose de très bons concepts. Ils sont toujours très proches et dans son nouveau concept « Te trompe pas ou avoue », il a invité Bastos, Marinelle B et Chloé Lemen, qui sont tous les 3 créateurs de contenu. Pour ce nouveau concept, les invités doivent deviner si les anecdotes de Darko sont vraies ou fausses. S'ils perdent, ils doivent répondre à des questions qui sont assez touchy et dire la vérité, rien que la vérité. Dans un premier temps, on apprend pas mal de choses. Bastos doit classer ses ex de la plus nulle au lit à la meilleure au lit selon lui. Je vais pas vous refaire le classement parce que justement, je voulais faire un petit point là-dessus. Je trouve qu'il faut arrêter avec ce genre de classement et de trucs. Enfin, personnellement, je trouve ça assez dégradant pour la personne qui se retrouve que en bas du classement parce qu'encore une fois, ce n'est que le ressenti de Bastos, mais malheureusement, l'information peut être perçue totalement autrement dans le sens où on peut percevoir l'information en mode « Ah bah du coup, elle est nulle au lit, ha 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 » et ça peut vite devenir une généralité. Et je trouve pas ça forcément valorisant, tout comme en fait la personne qui est tout au-dessus du classement n'a pas forcément envie de l'être non plus et de voir son nom affiché publiquement comme ça. Donc là, je ne sais pas si les 3 ça les dérange, mais je sais que ça aurait pu en déranger d'autres. Je trouve que c'est assez touchy et c'est vrai que même si ce sont des gages, moi je trouve que tout ce qui touche à ce genre de choses et d'autres personnes
dans le sens privé, intime et tout ça, faudrait peut-être y aller mollo dessus. Ce n'est que mon avis, je sais pas ce que vous en penserez dans les commentaires, mais j'avais envie de le dire parce que c'est pas la première fois que j'entends ce genre de classement et tout, et je trouve ça assez dommage. Ce n'est pas tout, parce qu'une autre information va sortir, et c'est celle-là sur laquelle je voulais revenir, parce que ça concerne Ben Longwell. En fait, pour la dernière anecdote de Darko, Chloé se trompe. Elle doit répondre à une question, une fille connue avec qui tu as déjà fait des bêtises. Chloé explose de rire et elle lâche un nom en regardant Bastos qui est Belle. Bastos dit qu'il le savait et qu'il savait aussi que Chloé avait peur qu'il l'apprenne. Donc Darko va donner plus d'informations à ce sujet. Il dit Chloé a pécho la meuf de Bastos à l'époque où Bastos était avec elle. Et Chloé ajoute, et pas qu'une fois, c'était au tout début. Belle. Aïe 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 aïe, ex de Bastos. Et en plus, je savais que toi, t'avais peur que je l'apprenne. Les amis, c'est terrible, j'étais là. Chloé a pécho la meuf. Puis pas qu'une fois. De Bastos, à l'époque où Bastos était avec elle. J'étais extrêmement choqué d'apprendre ça, mais un autre truc que moi j'ai remarqué, c'est qu'au moment où Chloé a dû poser cette question, enfin répondre à la question, elle avait plusieurs papiers dans les mains. Donc est-ce qu'on n'a pas eu une manipulation du montage et du tournage pour que l'information sorte et qu'on puisse en parler? C'est une information que je voulais dire là. Je ne sais pas si j'aurais pu prendre une capture d'écran, mais allez voir cette vidéo et au moment où Chloé répond, elle a plusieurs papiers dans les mains. Ce que je trouve assez bizarre parce que tu es juste censé piocher et répondre à la question. Et évidemment, en commentaire sur la vidéo, beaucoup de gens se sont indignés. On pouvait lire, il est incroyable ce concept, je suis choqué par la fin. Top le concept. Par contre Chloé, tu pourrais au moins avoir l'air un peu gênée. Merci Chloé d'avoir été sincère. Donc Chloé a couché plusieurs fois avec Belle au début de sa relation avec Bastos et ça choque personne, elle est spéciale leur amitié. Et ben après elle fait sa Calimero la Belle concernant ses relations, aucune face cette fille. Avant de terminer cette actualité, je voulais simplement dire que si Bastos n'a pas été choqué par ça, je pense pas que les internautes ou moi-même ou peu importe devront l'être aussi, enfin devront être choqués par cette information. En soi, cette histoire regarde Chloé, Belle et Bastos et si aucun des trois n'est choqué, je sais pas si on doit vraiment l'être non plus. Par contre, moi je trouve ça vraiment bizarre qu'elle ait eu deux papiers dans les mains. Après, je suis peut-être trop en mode fouine avec les tricheries et tout à cause des apprentis aventuriers parce qu'à ce moment, je suis vraiment à fond dans les épisodes en train de regarder s'il n'y a pas de la bouffe qui traîne ici ou là. Mais je trouve ça bizarre et je me demande si on n'a pas fait en sorte que l'information sorte parce que j'ai ouï dire qu'au moment où vous verrez mon épisode de Mix the Tea, il se peut que quelques moments après, une heure ou deux ou peut-être la semaine d'après, Bastos réponde par rapport à tout ça et réponde et donne sa version des faits. Donc on attendra et si jamais il y a du nouveau par rapport à tout ça, je vous en parlerai soit dans Mix the Tea, soit dans Spill the Tea. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais vous voulez une suite à cette actu, si jamais on a plus d'informations. Un des vrais gros dossiers de cette semaine revient sur Dilan Thierry. Je voulais vous en parler, je vais rester cramponné à mes notes parce qu'il a fait beaucoup parler de lui avec son dernier voyage en Turquie. On rappelle malheureusement que le 6 février 2023, il y a eu un énorme tremblement de terre qui a dévasté le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie. Aujourd'hui, niveau chiffres, on a plus de 44 000 personnes qui ont perdu la vie et beaucoup de blessés. C'est une catastrophe naturelle qui fait vraiment la une dans les médias. Je n'en avais pas parlé avant parce que j'avais peur en fait de créer vraiment un mouvement d'anxiété et c'est pas du tout ce que je veux faire via mon contenu. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je parle de ce genre de choses ou pas du tout, peut-être avec un trigger warning ou je sais pas, mais je sais que ça peut être vraiment anxiogène ce genre de contenu. C'est comme ce que je vous ai dit au tout début avec la sécheresse et j'ai pas envie de créer des mouvements de panique dans mes commentaires. Je sais qu'il y a vraiment des jeunes qui me regardent et je me dis que créer ces mouvements de panique, ça peut être compliqué, mais en même temps, ce sont des informations sur lesquelles on est obligé de revenir, donc je sais pas trop comment faire. Du côté des influenceurs, Dilan Thierry va se rendre sur place, sauf que quand on entend cagnotte, Dilan Thierry et ce genre d'action humanitaire, on entend aussi arnaque. En effet, lorsqu'il a découvert ce qui s'est passé en Turquie, il est allé sur place. C'est un geste qui semble honorable sur le papier, mais sa sincérité est toujours remis en doute. D'ailleurs, Booba l'avait taclé sur Twitter en disant « Dilan Thierry, la Turquie, c'est ton dernier coup ». Dans une vidéo qui est partagée par Booba, on voit une journaliste Melty qui informe que Dilan a créé une nouvelle cagnotte via Lydia pour venir en aide aux victimes du séisme et que, encore une fois, cette cagnotte pourrait être frauduleuse. Et je dis encore une fois parce qu'on est beaucoup revenu là-dessus et on a vu notamment via Vostar en réalité et d'autres comptes de ce style qui dénoncent tout ça, qu'il y a des cagnottes qui ont été fermées et l'argent n'a jamais été revu et on n'a jamais eu de réponse. Je vous laisse regarder la vidéo si elle passe et si elle passe pas, on passe tout de suite à la suite.
Il trempe dans une nouvelle affaire de fausse cagnotte humanitaire. L'influenceur est actuellement en Turquie et il aurait créé une cagnotte via la plateforme Lydia pour aider les victimes du séisme. Une caisse qui servirait pour l'association Pour nos enfants. Mais d'après le compte Bossard, en réalité, c'est encore une arnaque. L'association aurait été dissoute le 15 novembre 2022 sans avoir publié ses comptes alors que c'est obligatoire. Dylan s'est défendu en disant qu'il n'avait rien à voir avec cette cagnotte. Selon lui, quelqu'un aurait usurpé son identité. Mais des personnes expliquent avoir parlé en privé avec cet asso sur Insta et que le lien de la cagnotte leur aurait bien été envoyé. Et surtout, ce n'est pas la première fois que l'influenceur est impliqué dans une histoire d'arnaque de cagnotte humanitaire. Lors de ses voyages au Mali, au Sénégal et à Madagascar, Dylan était déjà pointé du doigt pour ces mêmes histoires. Et on te rappelle que plusieurs plaintes ont été déposées contre lui il y a un mois pour abus de confiance. Dylan s'est défendu et a dit qu'il n'aurait rien à voir avec tout ça et qu'on aurait usurpé son identité. Sauf que d'autres personnes auraient parlé avec Dylan et celui-ci aurait envoyé le lien de cette fameuse cagnotte, la nouvelle cagnotte, concernant la Turquie en disant que c'était bel et bien la sienne, donc on ne sait pas. On rappelle qu'il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées contre Dylan pour abus de confiance après ses voyages humanitaires au Mali, au Sénégal, mais aussi à Madagascar. Une autre chose, Dylan Thierry se filme dans les décombres en Turquie et il y a vraiment une mise en scène qui est faite avec une musique et tout ceci, et j'ai trouvé une autre vidéo, je ne sais pas si je l'aurai encore, mais en fait on voit que c'est une mise en scène, on voit qu'il y a une grosse caméra, qu'il est en train de refaire ses prises et tout, vraiment pour faire un réel sensationnel. Et donc, suite à ça, Dylan est encore accusé de se servir du malheur d'un peuple pour faire de l'argent et en gagner vraiment beaucoup. Et Booba dit qu'il a été trop loin sur Twitter. Ce n'est pas tout, le collectif AVI a publié de nouvelles preuves à charge contre Dylan. Dans un space Twitter, des secouristes belges l'auraient accompagné, ont pris la parole. Ils ont dit, et je cite, « Il a demandé aux copains s'il pouvait venir en Turquie, si on pouvait l'accueillir là-bas et s'occuper un petit peu de lui. » Dylan a atterri à Hatay. On l'a récupéré à l'aéroport, il nous dit qu'il venait pour l'aide humanitaire et qu'il allait nous aider financièrement en faisant des dons en Turquie. On l'a cru dans son bazar, mais rien ne s'est passé à ce niveau-là. Il est venu et a fait ses vidéos, il n'a fait aucun don. Il a commencé tout doucement à participer avec des équipes pour filmer. Mais dès qu'on arrivait quelque part pour aider des humanitaires, automatiquement, personne ne devait l'approcher. Il devait se faire filmer tout seul. Il prenait un colis et faisait semblant de le porter. Et basta, après il coupait. Pour le reste, ce sont les jeunes qui se trouvent ici qui relayent tout. Et j'espère sincèrement que j'ai retrouvé cette vidéo et si oui, je vous l'affiche à l'écran. Dès qu'on arrivait pour des aides humanitaires quelque part, automatiquement, il n'y a personne qui devait l'approcher et il devait se faire filmer tout seul. Il prenait un colis et faisait semblant de le porter, vous voyez, et basta, après il coupait. Tout le restant, ce sont les jeunes qui se trouvent ici, qui relayaient tout. C'est la vidéo où on le voit décharger des cartons, où il s'est filmé dans tous les sens. Voilà. Et ce qui a encore plus choqué ce secouriste belge, c'est que Dylan a pris une histoire que lui aurait fait et aurait vécu. Donc il a donné de l'argent à une dame, etc. Une dame qui était littéralement en galère. Dylan a raconté dans une vidéo que c'est lui qui a fait ça. Et du coup, le secouriste a pris la parole et a dit il a fait son show comme s'il était triste. Et puis après, il rigolait. Il n'a pas du tout donné 1 euro. Ce mec, il essaye de ramasser tout l'argent comme s'il aidait. Et honnêtement, quand j'ai vu tout ça, j'ai trouvé ça extrêmement choquant. Parce que toutes les histoires de cagnotte et tout, personnellement, j'ai pas de preuves concrètes et je peux pas accuser. Mais là, suite au témoignage, ce n'est rien de concret non plus malheureusement. Mais si tout ceci est vrai, je trouve ça extrêmement choquant une fois de plus d'utiliser la misère des gens, le malheur qui peut se passer dans un pays pour faire du contenu sensationnel, pour ramasser de l'argent si c'est le cas et s'en carrer l'oignon royalement. Je trouve ça vraiment limite en fait et c'est vraiment un bad karma. Et pour quelqu'un qui fait des bonnes actions humanitaires apparemment, tout ce qui a été dit, etc. Si là, tout ceci a été mis en scène,
Pour le reste, on peut vraiment se poser des questions. Donc j'ai toujours été le premier à vous dire oui, mais au moins il fait des actions humanitaires, au moins il aide, etc. Mais en fait, d'après ce témoignage, ça ne serait même pas le cas. Et d'après ce témoignage, on serait vraiment sur quelqu'un qui est vraiment là à faire du show. Donc encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, je ne sais pas, je n'ai rien de factuel. J'ai que des témoignages qui sont dits ici, qui sont dits là, des vidéos qui ont été prises de vidéos, etc. etc. J'ai essayé de vraiment vous informer par rapport à ça. Il y a encore beaucoup de choses qui sortent par rapport à Dylan en ce moment, au moment où je vous parle, et j'ai pas pu tout mettre dans mon émission pour pas qu'elle dure des heures et des heures, mais je voulais quand même revenir sur ça avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais personnellement, moi ça me choque. Quelqu'un qui ne cesse de faire parler depuis la diffusion des Apprentis Aventuriers, c'est Victoria Meo. Je voulais revenir sur deux choses avec vous. Premièrement, une mini polémique dans laquelle elle a été mise, et je vais surtout vous citer ce qu'elle a dit, parce qu'il y a quelques mois, elle a donné un message important. Je suis un peu grassouillette, mais je trouve ça trop beau, ça me dérange pas du tout. Je fais du sport et j'essaye de pas faire n'importe quoi, non plus niveau alimentation. Mais mince, je n'ai qu'une envie et j'ai pas envie de me restreindre à 23 ans. Je vis ma best life. Morale de l'histoire, avoir un bourrelet c'est pas grave, kiffez votre vie mes stars. Donc un discours qui fait extrêmement du bien, un discours body positif qui fait beaucoup de bien dans un monde où malheureusement on peut être critiqué sur absolument sur tout. Mais elle a aussi perdu du poids grâce au sport et maintenant on l'accuse de retourner sa veste parce que elle montre son corps ici et là, et vu qu'elle a perdu du poids, grâce au sport, beaucoup de gens disent que maintenant qu'elle en a perdu, ça y est, elle s'en fout, tu vois, de ce qu'elle avait dit avant. Elle a pris la parole par rapport à ça en story, elle a dit « On commence déjà à attraper ma veste en DM. Je vous l'explique, mon corps il était très bien, il était ultra normal, mais c'est juste que je me sentais plus bien comme ça. Parce que tout simplement, j'ai toujours eu l'habitude d'être assez fit, j'ai toujours été assez fine. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pris un peu de poids parce qu'avec le travail, j'avais moins de temps de faire du sport. Et je vous dis la vérité, je faisais moins attention à ce que je mangeais. J'ai trouvé une manière saine de me sentir mieux dans mon corps. J'avais jamais perdu du poids de manière saine. Là, c'est la première fois que ça m'arrive. J'étais ok avant, mais je suis mieux maintenant dans ma tête. Et en soi, moi je trouve que c'est encore un joli discours et que, encore une fois, on cherche la petite bête, j'ai l'impression, parce que au départ, elle faisait un message de body positive en disant qu'avoir un bourrelet c'est pas grave et qu'il faut kiffer sa vie. Et là, elle redit la même chose. Elle dit juste que, au moment T où elle a commencé à perdre du poids, elle se disait qu'elle se sentait un peu mieux dans sa tête, en plus de se sentir bien dans son corps, et que par conséquent, elle a continué son alimentation, son sport et tout ça, et qui a fait que maintenant, elle a le corps qu'elle a. Et en fait, j'ai envie de poser une question. Est-ce que les gens n'ont pas le droit de changer d'avis et d'évoluer? Moi, tout ce que je vois, c'est que dans les deux cas, elle prenait un beau message au lieu de dire qu'elle se sentait peut-être trop grosse, qu'elle se sentait peut-être trop maigre. Et tout ceci, elle fait passer un bon message dans les deux cas en disant que juste, elle a eu une évolution de son envie par rapport à elle-même, de son envie par rapport à son bien-être corporel et mental, et que juste elle a travaillé dessus et qu'elle a repris du sport, elle a mangé plus sainement et tout ceci. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on aille encore une fois tout critiquer dans les détails. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Et tout ça pour vous dire que je pense que les goûts et les goûts et les envies peuvent changer. Par exemple, moi je sais qu'encore une fois, j'ai un métabolisme extrêmement mince et c'est la vérité et je suis quelqu'un de mince voire maigre et parfois ça va me déranger et parfois ça ne va pas me déranger. Il y a des moments où ça me dérange plus que d'autres et où j'ai envie de prendre un peu de poids. Il y a des moments où je me dis là j'ai peut-être plus envie d'être dans mon métabolisme mince voire maigre. Donc je pense juste que ça dépend des goûts et des couleurs, mais que malheureusement quand on est affiché sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi beaucoup critiqué. Mais dans son cas, moi je trouve que dans les deux cas, elle a prôné un beau message et je pense que c'est ça surtout qu'il fallait souligner. Dernier disclaimer parce que on commence déjà à attraper ma veste en DM. Mais en gros, je vous explique. J'ai dit, mon corps, il était très bien et il était ultra normal en fait. Mais c'est juste que je me sentais plus bien comme ça parce que tout simplement, j'ai toujours eu l'habitude d'être assez fit. Enfin, je pense que quand vous m'avez connue, vous vous souvenez, j'étais vraiment fine. J'ai toujours été assez fine. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pris un peu de poids et tout parce que avec le travail et tout, j'avais moins le temps de faire du sport. Et je vous dis la vérité, je faisais moins attention à ce que je mangeais. Et puis, j'allais mieux dans ma tête comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'étais plus comme avant. Avant, je faisais vraiment gaffe à tout, je pesais et tout, j'étais une malade. Maintenant, c'est plus du tout le cas. J'ai trouvé une manière saine de bien me sentir dans mon corps. J'ai perdu du poids. J'avais jamais perdu du poids de manière saine. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc voilà, juste pour vous dire que j'étais ok avant, mais je suis mieux maintenant dans ma tête.
À côté de ça, je voulais aussi revenir sur la dernière vidéo de Bastos avec Vivi. Comme je vous en ai déjà parlé, il a son nouveau concept où on revient sur les dessous de la télé-réalité, les salaires et tout ça. Et la semaine dernière, la semaine dernière, je vous racontais qu'il recevait Vivian. Cette semaine, il a reçu Vivi. Victoria s'est prêtée au jeu et elle a dit un peu combien gagner. Elle a avoué qu'elle avait arrêté un bon nombre de partenariats depuis les 2 derniers mois, qu'elle sélectionne désormais et qu'elle fait surtout très attention au placement de produits et que c'est pour ça qu'elle aurait gagné un peu moins d'argent. Elle admet avoir déjà gagné 60 000 € en un mois, mais qu'aujourd'hui elle gagne désormais autour de 15 000 €. Elle explique que c'est un salaire sur lequel il faut déduire de nombreuses charges, notamment celle de son salon de beauté. Pour vous citer, je dois sortir 12 000 €, donc j'ai gagné 3 000 €. C'est plus que correct, c'est un salaire de cadre. Bastos en face est un peu dubitatif et se dit qu'elle ment, qu'elle doit gagner plus. Lui, il a tenté de déduire d'autres charges comme son loyer, etc. Et Vivi dit qu'elle a de l'argent d'avant et qu'elle a prévu son coût et c'est pour ça qu'elle peut garder de l'argent. Sauf que ça fait beaucoup parler. Beaucoup disent qu'elle n'a plus la valeur des choses, qu'elle a la folie des grandeurs et que surtout, elle n'a vraiment plus la notion de l'argent. Elle dit aussi qu'elle a injecté beaucoup d'argent dans son salon d'esthétique, 80 000 €, et qu'aujourd'hui, ça ne lui rapporte rien, mais qu'elle sait que plus tard, ça lui rapportera beaucoup de choses. J'ai fait un petit magnéto par rapport à tout ça, je vous laisse regarder. Tu me dis là, moi les 3 derniers mois là, j'ai pas très beaucoup gagné, genre okay. C'est la vérité. Ok, mais je pense que c'est plus que quand même 3 000 €. Mais non, mais je te promets que tu vois mes salaires, c'est ça. Je suis pas une mytho. Après, vous voulez savoir des trucs, moi il y a déjà un mois où je me suis fait 60 000 €. Ouais, voilà. Beaucoup ont dit qu'elle faisait trop la star, qu'elle abusait, qu'elle avait la folie des grandeurs. D'autres ont compris et sont fiers d'elle parce qu'ils disent qu'elle revient de loin, qu'elle a toujours vraiment fait en sorte d'investir son argent, de le réinvestir, de travailler très dur pour avoir ce qu'elle a et que par conséquent, elle mérite ce qu'elle a. Par rapport aux avis, j'ai fait un petit sondage sur ma communauté Twitch et beaucoup de choses sont ressorties. On a vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle a vraiment la tête sur les épaules. Il y en a d'autres qui disent qu'elle est très matérialiste, qu'elle est un peu hautaine par rapport à la distinction pauvre et riche. Et il y en a qui disent qu'elle a beaucoup travaillé pour en être là et qu'elle a intérêt à être fière de ce qu'elle a et qui elle est parce qu'elle peut l'être. Je vous laisserai me donner votre avis dans les commentaires, ma team YouTube, pour savoir un peu ce que vous pensez par rapport à tout ça. J'ai hâte de vous lire et moi si vous voulez mon avis, je pense simplement que oui, elle a travaillé beaucoup pour en arriver là et que elle peut être fière d'elle, mais que son discours, je trouve, peut être très mal perçu parce que c'est pas qu'elle est... Enfin, moi, je l'ai pas trouvée hautaine, mais je l'ai trouvée très sûre d'elle et en mode oui, ça va, tu vois, je mérite ça. Ce mois-là, j'ai pas gagné beaucoup, patati patata. Alors que c'est vrai que par rapport aux gens qui regardent, il y en a qui peuvent gagner beaucoup moins et qui peuvent se sentir très mal à l'aise. Mais comme je l'ai dit sur Twitch, faut pas oublier que c'est un peu le concept de la vidéo, que de savoir son salaire, etc. Et qu'on ne pouvait pas s'attendre à un SMIC français parce qu'on sait très bien que les candidats télé-réalité et beaucoup d'influenceurs gagnent vraiment énormément d'argent. À côté de ça, moi j'ai remarqué autre chose. Je trouve Vivi et Bastos très proches dans cette vidéo. Ils se mangent du regard et je me demande si il n'y a pas un peu d'amour dans l'air. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dernière actualité, dernier gros dossier, j'en ai parlé dans STT, mais il faut vraiment revenir dessus parce qu'il se passe beaucoup de choses. Je mets un trigger warning parce qu'on va parler de Poupette Kenza et je sais que c'est un sujet qui peut toucher beaucoup de gens vu qu'on va parler de maltraitance sur enfants. Il y a une enquête pénale qui a été ouverte par le parquet de Rouen et qui vise littéralement et directement Poupette Kenza. En fait, elle est suivie par des centaines de milliers de personnes sur Snapchat, Instagram ou TikTok et elle est soupçonnée par la justice pour des faits qui pourraient compromettre la santé et la sécurité d'un enfant, voire de ses enfants. Je vais vous lire un peu mes notes, mais voici ce que dit le parquet de Rouen. L'enquête porte sur des faits qualifiés de soustraction par le parent d'un enfant mineur sans motif légitime à ses obligations légales compromettant sa santé, sécurité, moralité, éducation. Parce qu'il y a 10 jours, on a vu des photos et des vidéos qui ont été publiées par elle qui montraient son fils hospitalisé et qui avaient déclenché une vague de commentaires haineux et qui craignaient pour la santé de son enfant. Donc quand je dis haineux, c'est parce qu'il y avait vraiment beaucoup de haine, mais il y en a d'autres qui étaient vraiment juste en mode alertés par la santé et par la sécurité de l'enfant. Poupette Kenza est suivie par des millions de personnes, il faut le rappeler, et elle montre quotidiennement vraiment tout le temps son quotidien, tout ce qu'elle fait, ses enfants et tout ça. Aquababe avait expliqué en story qu'elle avait fait une garde à vue récemment et c'est de ça dont on avait parlé dans Spill the Tea. Je vous laisse écouter. Mais elle est sortie du commissariat en pétard, elle a la rage et puis faut qu'elle arrête vraiment de snapper parce qu'elle a des vrais haters, d'accord? Elle a des vrais haters, des vraies dénonciations et du côté de Rouen, les commissariats, les services sociaux, ils sont à deux doigts de lui arracher ses enfants. Parce qu'elle est accro à Snapchat.
Clairement. Elle préfère Snapchat à ses enfants. Donc c'est vraiment une mise en danger d'enfant. Donc voilà pourquoi il se passe tout ça. Sur les réseaux sociaux, tout le week-end dernier, la rumeur avait vraiment fait beaucoup de bruit autour de ce qui pourrait être reproché à Poupette Kenza. Et aujourd'hui, on a eu plusieurs réponses. Plusieurs signalements ont été déposés par des gens qui la suivent. Aujourd'hui, il y a une enquête pénale par rapport à tout ça. C'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Les médias d'ailleurs décrivaient Poupette Kenza comme une influenceuse exposant sans phare sa vie de femme au foyer en créant un véritable feuilleton autour de ce quotidien. C'est ce que disait Le Monde. On rappelle aussi que son compte Snapchat avait été désactivé, mais Poupette Kenza est revenue sur tout ça dans TPMP. Pour vous citer un peu, le lundi fin février vers 20 h, elle est revenue et elle a réagi au téléphone. Elle a dit « Je suis enfermée dans ma chambre depuis quelques jours. Je ne regarde plus les réseaux, ce qu'il se passe autour de moi. Je suis accusée de choses tellement dramatiques. En tant que maman bienveillante et aimante, je ne suis pas une maman parfaite. Je suis une maman qui fait des erreurs, mais je n'ai jamais eu de maltraitance envers mes enfants. Je n'ai jamais eu de négligence apparente envers mes enfants. Toutes les vidéos qui ont été envoyées contre moi étaient hors contexte. Je pourrais expliquer les vidéos une par une. Vous savez, dans ces moments-là, vous avez des combats différents. Là, mon combat, c'est pas les réseaux. J'ai un combat beaucoup plus important à mener. C'est un combat de ma vie. Je n'en dirai pas plus. » Elle était en pleurs au téléphone et elle a répété plusieurs fois « C'est tellement injuste. Ce n'est que diffamation. La manière dont vous m'assimilez à certaines choses me dérange fortement. » Et ça pourrait s'arrêter là, mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a beaucoup d'informations supplémentaires qui sortent par rapport à tout ça. Et Poupette Kenza, elle, n'est vraiment plus du tout par rapport au réseau maintenant, mais par rapport à ses enfants. Et je vais me permettre de vous lire 2-3 choses que j'ai vues passer sur les réseaux sociaux. Premièrement, on a Aquababe qui a dit « Selon ma source policière, son collègue l'a appelé en lui parlant de l'audition de Kenza. Elle aurait mis la faute sur ses poupettes. Kenza aurait expliqué que ses poupettes lui mettraient la pression sur « C'est à cause de mes poupettes si Kenza était autant dans la démonstration. » Car toujours selon ses dires pendant l'audition, Kenza aurait dit qu'elle voulait tellement leur plaire que ses poupettes l'ont harcelée au point qu'elle ne savait plus dire non. Kenza aurait accusé Alan aussi. Ils se renvoyaient la balle tous les deux. Kenza était dans un état d'hystérie apparemment pendant son audition garde à vue. A priori, ils vont entendre Seyana aussi par le biais d'un pédopsychiatre. Selon nos informations, l'ASE est bien saisie. Poupette avait porté plainte contre Alan en 2020 pour violence conjugale. Ils avaient classé l'affaire, mais avec tout ce qui s'est passé récemment, et là ils ont ressorti le dossier et vont désormais bien enquêter sur Kenza. Il y a aussi des candidats qui ont pris sa défense, comme Camilla qui disait qu'elle avait beaucoup de peine de voir ce qui se passait par rapport à ça, que étant mère de famille, elle avait vraiment beaucoup de peine en fait et qu'elle pouvait comprendre la peine de Kenza. Mais ce n'est pas tout parce que Reine de la sauce TMZ est aussi revenue sur ça en disant Alan aurait quitté Poupette suite aux événements de cette semaine. Il n'était pas au courant que Poupette avait fait tomber leur fils et il était choqué de l'apprendre. J'ai oublié de le dire parce que apparemment ce n'est qu'une rumeur et je pense que la justice ne pourra faire son travail et nous apprendre plus. Mais en effet, Poupette Kenza aurait fait tomber l'enfant et il y avait 2-3 vidéos, photos qui passaient de choses qui montraient si elles sont vraies et pas explicables sur un autre contexte. Ça montrerait selon moi de la maltraitance envers les enfants et je pense que c'est tout ceci qui aurait été envoyé à la police et aux autorités. Et c'est pas la première fois que j'entendais ça. C'est pour ça que toutes les fois où vous m'avez dit parle de Poupette Kenza, je vous disais que c'était beaucoup trop compliqué, qu'il y avait beaucoup trop de choses. C'est parce que quand tu vas sur Twitter et que tu tapes son nom, il y a des gens qui font des threads et des threads et des threads montrant des vidéos et des photos de moments qui pourraient être dérangeants, des moments qui pourraient mettre en danger les enfants. Et il y avait vraiment beaucoup trop de choses. Donc je suis assez content d'un côté que la police s'en mêle et que les autorités et la main dessus. Et je dis pas ça dans le sens où il faut à tout prix incriminer Poupette Kenza ou quelque chose de ce genre. Je dis ça dans le sens où au moins la police et les autorités sont dessus et que les choses seront bientôt factuelles avec enquête, preuve et que ça sera plus juste des témoignages de haters, des témoignages de fans, une parole contre une autre, des rumeurs ici et des rumeurs là, des vidéos qui peuvent être détournées ou pas. Donc c'est pour ça que vu que c'est tellement touchy et tellement important je trouve et que c'est un dossier sur lequel il faut vraiment prendre des pincettes quand on en parle. D'ailleurs sur mon chat Twitch, j'ai littéralement interdit aux gens de revenir dessus parce qu'on dit oui moi j'ai entendu parler de ça, moi j'ai entendu parler de ça, moi j'ai vu peut-être que ça et c'est trop de peut-être et de si et beaucoup de suppositions sur quelque chose qui pourrait être très dangereux. Donc c'est pour ça que même moi quand je vous en parle là, je ne sais pas si ce que Aquababe dit est vrai ou faux, je ne sais pas si ce que les médias disent sont des véritables informations ou non. Tout ce que je peux vous dire, et c'est comme avec les influx voleurs et Magali Berda notamment, c'est que la justice est dessus et que bientôt on entendra ce qu'on a à entendre sur le sujet.
Pour ma découverte de la semaine, je voulais revenir encore une fois sur Vivi Superstar et son nouveau métier. On le sait, elle ne souhaite qu'une chose, c'est mener beaucoup de projets. Et elle vient de réaliser un nouveau rêve, celui de présenter son propre journal télévisé. Sur son compte Instagram, Victoria a posté quelques photos sur lesquelles on peut la voir animer un plateau. Elle écrivait « Nouveau rêve réalisé, être présentatrice d'un JT, plus précisément le 20h Superstar ». On vous parle d'actualité, d'argent, d'embrouille et on a même fait un horoscope. Les commentaires se sont multipliés, on pouvait lire « Toi en présentatrice, ça va être un carnage. Vivi, tu es l'idole de la jeunesse féminine, merci d'exister. Bravo de réaliser tes rêves ». Voici un petit extrait avant d'aller plus loin. Aujourd'hui, nouveau concept. Ce qui se passe, c'est que j'adore regarder le JT. Enfin, je mens. En fait, j'adore les présentateurs télé. Et j'ai toujours rêvé d'en être une. Et aujourd'hui, j'en suis une. Puisqu'avec Yoann, on a décidé de vous présenter un 20h Superstar, pas comme les autres, puisque c'est un 20h, ok. Mais c'est aussi une émission où vous allez pouvoir avoir toute l'actualité, mais pas l'actualité un petit peu boring. Là, vous avez de l'actu qui est cool, qui est fun, qui est drôle. Un truc pour les jeunes, quoi. Je voulais vous demander, est-ce que vous validez ce nouveau format, ce nouveau concept, le 20h Superstar? Parce que personnellement, moi je trouve que c'est quelque chose de très très innovant. Et j'en profite pour rebondir parce que j'ai vu des personnes me dire que oui, ça plagiait un peu mon concept de revenir sur beaucoup d'actualités, pas que télé-réalité et tout ça. Et je suis pas du tout d'accord. Je pense sincèrement que tout le monde a le droit de parler d'actualité et je ne suis pas le premier. On parle du Go Décrypte, de Samzira, il y en avait beaucoup avant moi et il y en aura beaucoup après moi. Et en plus, elle a tellement innové avec un vrai plateau, des fonds verts, une vraie mise en scène de plateau télé que ça n'a rien à voir avec moi, mon canapé et mon chien qui ne souhaite que me sauter dessus. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de plagiat par rapport à ça et je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ce mot qu'on entend trop à tort et à travers. Encore une fois, comme pour chaque semaine et mes découvertes, bravo Vivi Superstar ou Victoria Meo par rapport à ce nouveau concept et j'ai hâte de voir la deuxième édition. Voilà tout le monde, c'était donc tout pour votre émission de la semaine Mix the Tea, émission qui a dû durer extrêmement longtemps vu les 2h20 de tournage que j'ai. J'espère qu'elle ne va pas durer 2 heures, mon maximum devait être 1h30 d'émission et je pense que cette semaine on l'a peut-être dépassé. J'espère que vous m'en voulez pas, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter avec le hashtag MTT. Abonnez-vous juste en dessous pour qu'on rejoigne les 50 000 abonnés. Je vous aime d'amour, je vous remercie pour votre fidélité. Pour l'emoji du jour, on part sur un cœur vert pour mettre en avant ma tenue et mon make-up. Je vous remercie de votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour Mix the Tea ou alors demain pour un nouvel épisode de Spill the Tea. Merci de m'avoir écouté jusque-là et merci pour vos mots d'amour au quotidien.